Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live donc organisé par ProConta. Désolée pour ces quelques petites minutes de retard, on a eu quelques soucis techniques. Mais bon, je vois que vous êtes quand même présents ce soir. Donc peut-être dites-moi avant que je commence, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Donc je vais attendre votre go pour commencer. Donc commentez si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Ok, super. Merci. Alors, j'actualise le chat. Hmm. Alors, j'ai un petit souci sur le chat. En fait, je ne vois pas vos commentaires sur le grand écran. Je les vois juste sur le petit écran. Excusez-moi. Je vais juste signaler le petit problème, mais on pourra commencer. Bon, du coup, je disais en fait, on a un petit souci technique au niveau du chat, mais je vais quand même commencer parce que je peux lire en fait vos questions sur mon ordinateur perso. Donc en fait, devant moi, j'ai 4 écrans. Donc ne vous inquiétez pas. Donc bonsoir tout le monde. Merci Zakia pour le message. Merci Mejdi. Merci Arnaud. Merci Kelly. Donc merci d'être aussi nombreux ce soir. Donc je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live de ProConta. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas ProConta, donc moi je suis donc directrice de ProConta, qui est donc une école qui prépare à distance aux examens de comptabilité. Donc à partir du DCG, jusqu'au DEC, en passant par le DSCG. On est en train de voir rapidement le chat, donc je l'ai actualisé plusieurs fois. Ouais, je vois, là, ça fait une page noire. Ça, oui, en fait, je regarde des questions sur ma page Facebook, mais bon. Désolée pour ce petit souci technique, en fait. On a encore un problème avec le chat. Bonsoir Aurore. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolée pour ces petits soucis techniques. Direct, tu veux pas... Ah si. Sinon, je le suis de mon ordinateur, je Ouais, et pense. sinon, je vais t'ouvrir autrement. Donc, Non, il veut pas. il veut pas? Ah. Non. Je trouve que ça bug. Mais t'as eu les... Ah, là, ça marche. Ah, ça marche. Ok. Ça marchait au début ou pas? Bah oui, en fait, je voyais Ok. ça, mais c'est juste que c'était pas à jour, ça sortait pas. Mais bon, merci beaucoup. Ok, bon, allez. Cette fois-ci, je vois vos questions sur le grand écran, c'est super. Donc je dis donc bonsoir tout le monde, je suis vraiment désolée, je vais encore me répéter. Mais du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Yasmine, donc directrice de ProConta, qui est donc une école qui prépare à distance aux examens de comptabilité, donc au DCG, au DSCG et puis au DEC. Et ce soir, c'est un live très spécial parce que nous avons une invitée donc exceptionnelle que j'ai déjà donc accueillie chez ProConta 2 ou 3 fois. C'est vraiment une invitée de qualité. Je suis vraiment très ravie de l'accueillir encore ce soir avec nous. Donc il s'agit de Julie Lagneau que je vais vous présenter sans plus tarder. Alors, bonsoir Julie. Hello tout le monde. Merci encore une fois d'avoir accepté donc notre invitation pour la 3e fois, il me semble. Donc à chaque fois, en fait, tu es très généreuse avec les étudiants, tu acceptes nos invitations, tu partages avec eux ton retour d'expérience et tes conseils. Donc merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Bah, avec plaisir. D'ailleurs, je me faisais la réflexion un peu. Je me suis dit, c'est quand que j'ai passé mon DCG? Et moi, c'est vrai que c'est en 2019. Du coup, ça remonte à presque 4 ans quand on sera cet été. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est très loin. Et en même temps, c'est prêt aussi parce que bah, je continue justement d'aider les étudiants. Et donc, c'est un peu comme si je passais en fait mon DCG, mon DSCG tous les ans. Et c'est Exactement. avec grand plaisir que je vais partager un peu mon retour d'expérience et mes astuces, mes conseils pour les étudiants qui sont en DCG. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est la première fois que Julie fait avec nous un live DCG. D'habitude, en fait, elle partage son retour sur le DSCG. Donc, vous êtes très chanceux ce soir donc d'avoir pour la première fois les conseils de Julie en direct sur le DCG.
Donc, durant ce live, elle va vous passer donc ses méthodes de révision, comment elle a réussi à rester motivée, les supports qu'elle a utilisés pour réviser. Donc, restez connectés avec nous jusqu'à la fin. Donc, je pense qu'on peut déjà commencer, Julie, par une petite présentation. Donc, je te laisse peut-être te présenter, nous parler un peu de ton parcours, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu as fait avant, donc pour en arriver là. Ouais, alors mon parcours, donc moi j'ai fait un bac S, donc à l'époque il y avait encore les bacs avec les lettres, je crois qu'aujourd'hui c'est plus trop le cas, je suis un peu une vieille maintenant. On Donc est j'ai deux fait alors. un bac S avec une spécialité mathématique que j'ai obtenue mention bien. Ça faisait quelques années déjà que je voulais être expert comptable, donc en fait j'avais pris la voie qui était classique, qui était la plus simple pour accéder au DEC. Donc je me suis lancée directement en DCG en initiale, que j'ai validé en 3 ans avec 15 de moyenne. Et ensuite, c'est plutôt pour ça que je suis connue, mais je me suis lancée dans le DSCG par la suite en alternance, qui est assez classique, mais en 1 an, ce qui est un peu moins classique pour le coup. Je me suis dit, j'ai eu des bonnes notes en DCG, je vais tenter de le faire en 1 an et dans tous les cas, rien ne serait perdu parce que peut-être que j'aurais eu 1 ou 2 matières à passer, mais ça aurait été toujours ça de prix. Donc voilà un peu l'histoire. Et là, actuellement, je suis expert comptable mémorialiste. C'est le nouveau nom pour expert comptable stagiaire pour ceux qui sont encore sur l'ancien volet, mais en fin de première année, donc je vais bientôt passer en deuxième année. Voilà, Super, voilà. bravo pour ce parcours très brillant. En fait, je te félicite à chaque fois, mais je le redis encore une fois parce que Julie a vraiment un parcours exceptionnel. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait réussi son DSCG en 1 an, c'est vraiment exceptionnel. Donc, bravo encore une fois, Julie, pour ce parcours. Ah, merci. Et justement, suite à ce parcours, en fait, je me suis rendu compte que bah, forcément, j'avais appris des choses et mis en place des méthodes de travail, des astuces, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, maintenant que moi, j'ai fini le cursus, c'est un peu dommage de garder ça pour moi parce que, entre guillemets, ça va plus me servir maintenant que j'ai obtenu mes diplômes. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de créer un blog à la suite de mon DSCG pour partager un peu bah, justement toutes mes astuces, conseils sur le DCG, DSCG et avoir accès à des ressources. Alors là, je vous avoue, ça fait genre 1 an que j'ai pas publié d'article, mais ça va revenir. J'étais sur d'autres projets qu'on va voir juste après. Mais l'idée, c'est de reprendre un peu ça cette année. Donc en fait, en juillet, là, j'ai sorti un podcast qui s'appelle Voix de comptable. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. En gros, c'est un podcast où j'interviewe des professionnels justement qui sont passés par la case études de compta. Alors, c'est pas forcément tout le temps un DCG, ça peut être un BTS, compta gestion, ça peut être une L3 CCA, ça peut être un master CA, un master de finance, une école de commerce. Bref, en gros, le point commun de tous les invités, c'est qu'ils sont passés par des études de compta et aujourd'hui, ils font un job qui leur plaise, que ce soit dans la compta ou pas forcément dans la compta. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que, Exactement. outre le fait bah, de faire des études de compta, des fois, on ne trouve pas forcément le métier qui nous plaît, ou peut-être C'est que le vrai. métier qu'on pensait qu'il allait nous plaire, au final, ça ne nous plaît pas forcément. Et c'est justement de montrer qu'en fait, bah, c'est normal de changer de voie, de pas trop savoir ce qu'on veut faire, de faire plusieurs métiers et que juste, en fait, en faisant des études de compta, on a énormément de débouchés, beaucoup plus que juste expert comptable, commissaire aux comptes ou DAF. On a beaucoup de débouchés, notamment prof, contrôleur de gestion, entrepreneur. Enfin, en fait, le champ des Ouais, possibles est illimité. Et c'est juste notre imagination qui peut faire le reste. Et aussi exactement. dédramatiser en fait, les notes et l'obtention du diplôme, parce que donc, si vous écoutez les podcasts, vous verrez qu'en fait, bah, il y a aussi des experts comptables qui, des fois, ont loupé leur DCG 1, 2, 3 fois, ou leur DSCG, leur DEC. Enfin, en Ils sont fait, même c'est très plus nombreux. Ouais, c'est plutôt la norme. En général, Ouais, tu c'est ça. loupes au moins un des diplômes. J'espère que je ne louperai pas mon DEC, hein, on verra. Mais bah, après, sinon, je le repasserai. En plus, on a la chance qu'on peut le passer 1 fois tous les 6 mois pour le DEC, donc c'est plus rapide. Mais voilà, donc du coup, l'idée, c'était vraiment de dire qu'en fait, il n'y a pas de mal à pas savoir ce qu'on veut faire ou à changer d'avis. C'est pas grave si on n'a pas des super notes. Donc voilà. Et Ouais. petite exclue, j'en ai pas trop parlé encore. Du coup, j'ai mon livre qui s'appelle Réussir expert comptable qui sort aux éditions Waouh. Libert le 28 février. Donc, c'est justement en fait pour synthétiser un peu bah, mes astuces, mes conseils, aussi bien sur le côté études que sur le côté vie professionnelle.
et même état d'esprit parce que c'est quelque chose qui est très important et qui est souvent sous-coté. Donc il est dispo en précommande si vous voulez aller sur la Fnac, vous pouvez le précommander dès maintenant, mais vous le recevrez que le 28 février. Enfin, il sort le 28 février, donc je pense tout début mars, il sera dans votre boîte aux lettres. Ah, c'est dans un mois, c'est bientôt ça. Ouais. Ah, ben on a hâte de le lire en tout cas chez Proconta. Et dis-nous Julie, en fait, du coup, vu ton parcours très brillant, est-ce que toi aussi à un certain moment, tu as eu en fait envie de tout abandonner ou pas du tout? Et sinon, justement, dis-nous en fait comment tu as réussi à rester motivée? Alors, j'ai pas forcément voulu tout abandonner. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est normal d'avoir des périodes où on est très motivé et des périodes où on est moyennement motivé et d'autres où on n'est pas du tout motivé. Ouais. D'ailleurs, alors c'était pas pour forcément une histoire de motivation, mais pour ceux qui ont suivi un peu, j'ai fait une pause moi dans mon stage de DEC parce que je voulais me concentrer sur d'autres projets, notamment le podcast et le livre que vous venez de voir. Donc là, j'ai repris un job en cabinet. Mais en fait, c'est surtout de dédramatiser le fait d'être tout le temps motivé. C'est impossible d'être tout le temps motivé Je et d'être confirme. tout le temps au top du top, hein. C'est totalement normal d'avoir Exactement. des variations. Et en fait, moi, j'ai jamais forcément eu envie d'abandonner parce que je savais pourquoi je faisais les choses. Donc, c'est ce qui est marqué là, trouver son why, en fait, de pourquoi on fait les choses. Sachant que ce why, il peut changer. Moi, par exemple, à l'origine, je voulais être expert comptable. Maintenant, je suis plus forcément sûre de vouloir être expert comptable. En tout cas, je veux passer mon deck. Et pourquoi je suis motivée à passer le deck? Parce que je veux avoir le choix de pouvoir faire tout ce que je veux et peut-être être expert comptable, peut-être tout le temps, peut-être juste une partie de ma vie, peut-être pas du tout, mais au moins Hmm. j'aurai le choix. Mais surtout, la motivation, en fait, est de venir de l'intérieur. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être un métier en particulier. Donc, ça peut être expert comptable, ça peut être contrôleur de gestion, ça peut être collaborateur comptable. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bac+8. Ça peut être DAF, ça peut être même entrepreneur. Hmm. Je discutais avec une expert comptable mémorialiste de mon cabinet aujourd'hui qui me disait qu'en fait, elle s'était lancée dans le cursus parce qu'elle voulait entreprendre et elle s'est dit, bah, en fait, je n'ai pas de domaine dans lequel je veux entreprendre, donc je vais faire des études en gestion, au moins je saurai gérer une entreprise, donc ça me servira peu importe le secteur d'activité. Donc finalement, au final, elle reste dans l'expertise comptable et entre guillemets, elle va entreprendre dans ce secteur-là. Mais ça peut être, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. C'est vraiment se dire, en fait, du moment que ça vient de l'intérieur, Mhm. c'est forcément une bonne motivation. Alors, c'est vrai que des fois, on peut avoir, par exemple, la pression des parents ou des proches, etc. Donc, certes, ça va être une forme de motivation, mais comme ça va être un peu une pression, Hmm. et in fine, Ça va pas durer. ouais, c'est ça va pas durer et puis ça, enfin, on va pas forcément être heureux en fait. Et sachant que, comme j'ai dit, en fait, ça peut aussi changer. Enfin, vous pouvez être motivé, par exemple, au début, vous vouliez passer votre DCG parce que vous vouliez devenir DAF ou expert comptable, contrôleur en gestion, collaborateur comptable. Et puis finalement, en fait, vous voulez avoir le DCG pour avoir le niveau licence, pour pouvoir postuler à un master. Je sais pas, il y en a qui font de la RH ou même du marketing après, enfin, pour pouvoir accéder à un master. Mhm. Mais en tout cas, de savoir pourquoi on fait. Et outre ça, donc l'importance de la détermination, c'est que forcément, on n'est pas toujours motivé. Mais ce qui est important, c'est comme si on veut faire du sport, c'est la détermination, en fait, c'est de ne pas se poser la question est-ce que je le fais ou pas? Comme quand vous allez à l'école le matin ou au travail ou je sais pas, vous devez prendre votre douche, vous vous dites est-ce que j'ai la flemme de prendre ma douche? Est-ce que j'ai la flemme d'aller au travail? Est-ce que j'ai la flemme d'aller à C'est l'école? sûr. En fait, vous le faites. Donc en fait, c'est surtout de se dire, voilà, je suis déterminée et de s'imposer une discipline, de se dire, en fait, C'est ce que j'allais dire. je, Ouais. je le fais quoi qu'il arrive, hein. C'est-à-dire je révise, par exemple, je me prévois des créneaux pour réviser, je sais pas, je révise soit le soir après les cours de 18h à 20h, tous les soirs, admettons, ou 2 ou 3 soirs par semaine, ou le samedi, je sais que cette journée-là, elle est dédiée aux révisions ou le dimanche après-midi. Ou alors les deux, je pense que ce serait un peu too much. Moi, ce que j'ai vu dans mon entourage, c'était plutôt des gens qui révisaient soit en semaine, soit le week-end. Donc ça dépend de vos contraintes extérieures, si vous avez un job étudiant ou autre, par exemple. Mais c'est ça, en fait, l'importance de la détermination. Et une petite astuce que je peux vous partager, c'est en fait que ce soit, par exemple, chaque jour, en fait, de se dire sur 10, il est à quel niveau mon niveau de motivation? Est-ce que je suis à 0? Est-ce que je suis à 1? Est-ce que je suis à 10? Et en fonction de ça, d'ajuster
de savoir est-ce que vous allez bosser ou pas, par exemple. Vous pouvez vous dire que si vous êtes motivé entre 7 et 10, bah là, vous allez bosser et ça va même être facile. Si c'est entre 0 et 4, par exemple, Mhm. bah, peut-être qu'il vaut mieux s'écouter et là, peut-être prendre du temps pour soi, vraiment se détendre, vraiment se reposer à 100% pour pouvoir peut-être demain enchaîner et là, être plus motivé. Et si vous êtes entre les deux, bah, vous mettez un petit coup de pied aux fesses si vous êtes entre 4 et 7, on va dire. Et là, la discipline prend le pas de se dire, bah, OK, j'ai pas forcément envie de le faire. Mais en même temps, on a tous des moments où on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on sait qu'il faut C'est qu'on le sûr, fasse. exactement. Euh, et donc, on le fait. Mais il faut savoir s'écouter quand même. Donc, si ça va vraiment pas, bien sûr, il ne faut pas forcément bosser. Votre année, elle va pas se jouer sur une journée ou sur une semaine. Moi-même, quand je passais, par exemple, que ce soit le DCG ou le DSTG, ça m'arrivait pendant peut-être une semaine de rien faire ou un jour. Enfin, en fait, votre année, je sais pas, on va dire qu'il y a 10 mois, c'est pas un jour près que ça va se jouer. En fait, si toute l'année, vous bossez régulièrement, c'est même pas une semaine qui va changer quelque chose. Par contre, le fait de ne pas se reposer et de ne pas se détendre pour enchaîner derrière sur une période où là, on est plus productif, ça, par contre, ça peut voir votre niveau de motivation se dégrader au fur et à mesure de l'année. Donc, euh, donc voilà, écoutez-vous, mais mettez-vous un petit peu pied aux fesses quand même quand il faut. Exactement. En fait, comme tu as dit, tu as parlé de discipline et je trouve ça vraiment très important, voire parfois même plus important que la motivation. Parce que comme tu as dit, en fait, nous, en tant qu'être humain, on n'est pas tout le temps motivé. Forcément, il y a des périodes où on n'est pas très motivé. Par contre, le fait d'être discipliné et de garder en tête son objectif va faire que, en fait, on va quand même continuer à travailler pour atteindre cet objectif. C'est pareil, en fait, que ça soit pour les études, pour le sport. D'ailleurs, le sport, c'est tout à fait ça. Parce que des fois, on n'a pas forcément envie de sortir dans le froid et aller à la salle de sport ou de sortir courir ou marcher. Mais en fait, on s'oblige un petit peu parce qu'on sait que pour atteindre notre objectif, en fait, on est un peu obligé de le faire régulièrement, sinon en fait, ça va pas arriver en restant donc allongé sur notre canapé. Et bah voilà, donc tu as un peu tout dit par rapport à ça. Donc dites-nous vous en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez un objectif en tête que vous gardez pour du coup atteindre bah, l'objectif qui est d'avoir le DCG. Est-ce que vous avez en fait je sais pas moi, des petits objectifs en tête? Est-ce que vous avez en fait trouvé votre why ou pas du tout? Est-ce que vous avez une force intérieure qui vous pousse en fait justement à décrocher votre DCG et à travailler régulièrement ou pas? Et sinon, donc en attendant vos réponses, Julie, en fait, dis-nous, toi, pour réviser le DCG, quels sont les supports que tu as utilisés? Donc, je suppose que tu as utilisé pas mal de supports, si je me rappelle bien. Ouais, alors bah, j'étais en école, donc forcément j'avais les supports de mes professeurs. Je révisais aussi parfois avec des livres, donc que ce soit ceux qui étaient que les professeurs recommandaient en fait, Ouais. ou des fois sur des points spécifiques, quand on ne comprend pas une notion, il ne faut pas hésiter à aller voir dans d'autres éditeurs, parce que des fois c'est expliqué d'une autre façon qui va faire qu'on va comprendre et que ça va nous débloquer le truc. Donc, pas hésiter sur des points particuliers à aller voir d'ailleurs un autre éditeur ou même une autre forme. Ça peut être une vidéo, ça peut être un article. Enfin, essayer de tester différentes façons de présenter les choses et surtout les annales. Donc ça, c'est moi, j'ai commencé dès la première année de DCG et je pense que c'est vraiment ça qui a joué aussi sur mes notes, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes sur des annales, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les anciens sujets d'examen que vous pouvez trouver gratuitement sur Internet. Forcément, en fait, il n'y a pas de meilleur entraînement que l'examen lui-même que tu vas passer. Là, tu sais au moins que c'est le bon niveau parce que ce qu'on peut voir, forcément, on a tous des profs différents. Donc, on va avoir des profs qui vont mettre la barre où il faut. On va avoir des profs qui vont mettre la barre très au-dessus par rapport au niveau de l'examen et que ça va nous stresser. On va avoir des notes pourries toute l'année, alors qu'en fait, Ouais. à l'examen, ça se trouve, tu vas avoir genre 12-13, alors que toute l'année, tu avais 8-9 de moyenne. Et à l'inverse, on va avoir aussi des professeurs qui vont, entre guillemets, donner des exercices qui sont plus faciles que les annales et auquel cas c'est bien de faire les annales pour se rendre compte que ah ouais en fait genre j'ai 15 mais en fait à l'examen si je le passais je pourrais répondre qu'à la moitié des questions donc ça se trouve je vais me prendre un carton donc c'est pour ça que c'est très important d'utiliser les annales. C'est un must, ouais. C'est ce qu'on dit Ouais, c'est toujours à nos ça. étudiants, que ce soit le DCG, le DCG ou le DEC, les annales, c'est vraiment un Mm. must. Bah, moi ce que je dis c'est en gros si tu vas à l'examen sans avoir fait les annales pour moi c'est comme si tu n'avais pas révisé en fait, enfin s'il y avait un seul support à garder
c'est les annales en fait. Enfin, limite, tu n'as rien fait de l'année. Enfin, s'il te reste un mois, enfin, pour moi, tu fais que des annales en fait. Et enfin, au moins, tu vas apprendre que ce soit le cours, les exercices, tu vas voir ce qui tombe souvent. Enfin, c'est vraiment la clé. Et ensuite, vous avez aussi les carrés DCG et les pochettes Corroy. Mais pour autant, donc ça, c'est tous les supports qui existent. Mais il ne faut pas non plus tout prendre en même temps parce qu'en fait, on peut se dire, bah, moi, je vais prendre le maximum de supports, comme ça, je vais être sûre d'avoir tout le cours, d'avoir tous les exercices, etc. Déjà, a priori, je ne pense pas que vous ayez le temps de faire tous les exercices. Si vous faites les exercices du Duno, du Nathan, du Weber, du Fouché, les annales, les carrés DCG, les pochettes Corroy, à part si vous passez une UE par an, voire deux, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Enfin, je veux dire, si tu es à temps plein étudiant et que tu passes deux UE, là, tu auras peut-être le temps de toutes les faire. Et encore, c'est pas sûr que, enfin, tu n'auras pas forcément 20 pour autant. Donc, il faut à un moment choisir les supports pour pas se perdre et ne pas, justement, admettons qu'on fasse des fiches, je sais pas, sur le droit des sociétés. Si on a 4 livres, le temps qu'on fasse la fiche, on va comparer les versions, les trucs, les bidules. Enfin, en fait, on va prendre 50 millions à faire sa fiche. Donc, à la limite, tu prends un livre, tu prends les annales. Et en fait, ça sera très bien. Et pour des points particuliers, tu peux aller regarder dans d'autres éditions. Mais mon conseil, du coup, justement, c'est de ne pas s'éparpiller et de se concentrer sur un ou deux supports qui sont différents, sachant que les annales sont forcément dedans. Et bah, évidemment, c'est plus facile quand quand on est en école, par exemple, et qu'on n'a pas besoin d'acheter le livre et qu'on a une prépa avec tous les supports, mais surtout ne pas s'éparpiller. Ouais, justement, parce que j'allais dire, en fait, il y a pas mal de supports. Est-ce que toi, tu t'es pas perdu avec tous ces supports? Tu trouvais pas qu'il y avait trop d'informations? Parce que nous, des fois, en fait, on a des étudiants qui utilisent plusieurs supports à la fois. Et en fait, des fois, ils ont du mal. Je sais que certaines personnes arrivent à être organisées, arrivent à faire le tri. Et d'autres, en fait, ils s'éparpillent, vont dans tous les sens. Et à la fin, en fait, ils retiennent rien du tout. Ils achètent plein de livres d'éditeurs. Ils prennent aussi leurs cours, du coup, d'école. Ils achètent des trucs de préparation. Et en fait, ça va un peu dans tous les sens. Mais du coup, toi, t'as pas eu ce problème. Donc, tu es resté focus sur l'essentiel et tu as réussi en fait à rester organisé. Ouais, bah Ouais. après, oui, je pense que c'est le risque. En fait, c'est pour se rassurer. On se dit, si j'ai un maximum de supports, je vais avoir toutes les infos. Sauf que bah, si tu as, au lieu d'avoir un support, tu en as quatre et que tu mets, admettons, 4 fois plus de temps pour faire ta fiche, pour apprendre ton cours, etc., bah, au final, on essaye de se rassurer, Ouais. mais finalement, on perd du temps qu'on aurait peut-être pu utiliser pour s'entraîner, pour faire des annales, par exemple. Donc, c'est un peu contre-productif au final. Et moi, j'ai pas. Hmm. Par exemple, une édition que je recommande plus qu'une autre parce qu'en fait, c'était en fonction des matières. Ce que je recommande pour choisir, en fait, c'est de bah, tout simplement feuilleter les livres. Et en fait, il y en a qui vont plus vous parler. Duno, ils sont plus réputés pour être plus denses. Donc, ça dépend. Est-ce que vous aimez quand il y a toutes les infos, quand c'est à peu près exhaustif, parce que c'est jamais 100% exhaustif, mais et que vous synthétisez derrière, ou est-ce que vous aimez plutôt des livres qui sont synthétiques avec des schémas, etc. Donc moi, ça dépendait vraiment des matières. En fait, je regardais quel livre me parlait le plus et je le prenais, sachant que pour moi, c'est un peu de la suroptimisation de se dire quel est le meilleur livre pour réviser, parce qu'en fait, souvent, ce que je vois, c'est des étudiants, je ne sais pas, à 2 mois des examens, qui disent, qui mettent notamment sur les groupes Facebook, c'est quoi le meilleur livre pour réviser telle matière? Mais en fait, à 2 mois des examens, C'est trop tu tard. t'en fous, tu prends le premier livre, C'est- même si c'est du Bah ouais. 2015, tu prends le premier livre qui te passe sous la main, et en fait, qu'il soit entre guillemets le meilleur livre à 80, 85, 90, 95%, en fait, si tu mets un mois à te décider à prendre le livre, on s'en fout en fait. Prends juste un livre et démarre. Et donc voilà, ne passez pas votre temps à choisir quel est le meilleur livre. En soi, il y a pas des livres qui sont super nuls et des Hmm. livres qui sont les meilleurs du monde. Il y a juste le livre qui va vous convenir à vous. Et surtout, ce qui est important, bah, c'est de l'utiliser. Donc, que ce soit en faisant des fiches, en faisant des exercices et en faisant les analyses. Ouais, c'est sûr. Sinon, il y a aussi l'option pour ceux qui ont peur de se perdre, bah, de prendre une prépa en fait qui va leur proposer déjà du contenu bah, synthétisé avec tous les éléments groupés. C'est ce qu'on propose nous chez ProConta, mais voilà, après, vous pouvez aussi faire comme Julie et faire votre petit benchmark de livres. C'est juste que comme Julie a dit, en fait, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. C'est pas 2 mois avant l'examen que vous allez commencer votre benchmark et chercher quels sont les meilleurs livres et quelle partie lire de chaque livre. Donc, il faut juste en fait être organisé et tout est possible en fait quand on s'organise à l'avance.
Et, et donc, oui, en fait, la rubrique d'après, c'était les 5 habitudes à adopter le plus tôt possible. Donc, Julie, si tu as des petits conseils à leur donner par rapport aux habitudes à adopter le plus tôt possible, quels seraient donc ces Ouais, c'est conseils? ça. Bah, c'est des basiques, en tout cas pour moi maintenant, mais des fois qui ne coulent pas forcément de source, surtout quand on est en première ou en deuxième année. Donc déjà, ça va être de consulter le bulletin officiel. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est le programme officiel. Donc pareil, vous pouvez le trouver sur Internet en tapant bulletin officiel ou programme officiel BCG. Pourquoi c'est important? Tout simplement, bah, déjà pour savoir c'est quoi qui est au programme et à l'examen, parce que bah, tous les ans, on a des étudiants, quand ça tombe sur un thème qui n'ont pas l'habitude, qui disent «Ah bah c'était pas au programme», etc. Bah, en fait, si c'était dans le bulletin officiel, c'était au programme et entre Ouais. guillemets, oui, vos professeurs, par exemple, ou dans les livres, les livres sont assez exhaustifs, donc c'est plutôt des fois, on a certains professeurs qui font des impasses ou autres, mais en fait, on ne peut pas toujours se reposer sur le professeur en disant bah, le professeur, il n'en a pas parlé, donc c'était pas au programme. En fait, vous avez les informations, le programme officiel, il Hmm, est disponible sur Internet. C'est à vous aussi de vérifier que tout à vous avez fait. bien vu tous les chapitres, notamment des fois à la fin de l'année, on n'a pas le temps de voir les derniers chapitres, donc on les voit vite fait, etc. Mais en fait, vous avez les infos sur le bulletin officiel. Vous êtes, on va dire que vous êtes des adultes, vous avez peut-être minimum 17 ans, on va dire que vous avez 18 ans. Donc, il faut un peu se prendre en main et ne pas laisser la responsabilité toujours à la Aux personne en autres. face. Vous avez le programme qui est disponible, donc c'est à vous de faire l'effort aussi d'aller voir si vous avez bien vu toutes les notions, tout ce qui était dans le programme. Ensuite, sur la même lancée, c'est le rapport du jury. Donc, le rapport du jury, c'est un rapport donc, qui est fait par le jury, comme son nom l'indique, tous les ans pour un peu avoir un retour d'expérience de la session précédente, de savoir quels étaient les dossiers, quelles étaient les difficultés des candidats, de donner des conseils pour les sessions d'après. Et des fois, on a même des petits indices sur les thèmes qui vont tomber l'année d'après. Donc, en fait, c'est très important de regarder ça. Notamment, je crois que souvent, ce qui revient, c'est que les étudiants ne s'entraînent pas assez. Donc, d'où l'importance de s'entraîner et notamment de faire des annales. Ensuite, il y a prendre en compte la récurrence des thèmes, parce que souvent, en fait, on va réviser tous les chapitres. On va passer à peu près le même temps sur des chapitres, alors qu'en fait, il y en a qui tombent beaucoup plus souvent que d'autres. Donc, notamment quand on est dans des périodes où, bah, en fait, on n'a pas beaucoup de temps pour réviser, où il faut faire des priorités, bah, en fait, c'est bien d'avoir enfin, d'avoir conscience de la récurrence des thèmes et même pendant l'année, parce qu'en fait, c'est pas du tout pareil quand tu vas à un cours et que tu sais que, ok, ce chapitre-là, il est super intéressant, il faut vraiment que je sois focus parce qu'il tombe quasiment tous les ans, ou si c'est un chapitre qui tombe pas très souvent, alors ça veut pas dire qu'il va pas retomber, mais en tout cas, on peut être un peu plus light, on va dire. Mais c'est pour ça que, outre le fait de réviser avec les annales à la fin de l'année, c'est bien déjà d'avoir au moins pendant l'année conscience déjà avant d'avoir intégré c'est quoi les thèmes qui sont importants ou pas, et si ils sont importants, est-ce que je les ai bien assimilés? Parce qu'en fait, si tu sais que ça tombe tous les ans et que tu n'as rien compris, il va peut-être falloir que tu passes plus de temps sur ce chapitre-là plutôt que sur un autre chapitre qui tombe pas très Hmm. souvent et que tu as moyennement compris, mais à la limite, entre guillemets, c'est pas très grave, vaut mieux que tu te focuses sur celui qui tombe souvent. Exactement. D'ailleurs, c'est vrai, en fait, d'ailleurs, nous, en fait, pour les lives d'entraînement, dans notre préparation DCG, en fait, les professeurs, en fait, ils traitent principalement les thèmes qui tombent le plus souvent parce que, comme tu as dit, Julie, en fait, ça sert à rien de passer autant de temps, pardon, sur tous les thèmes. Il y a des thèmes on est presque sûr qu'ils vont encore retomber parce qu'ils tombent chaque année. Donc, en fait, ça serait dommage de ne pas consacrer plus de temps sur ces thèmes-là. Et donc voilà, donc je valide tout ce que Julie a dit. De toute façon, comme d'habitude, je valide tout ce qu'elle dit. Je te laisse Et, continuer, pardon. et après s'entraîner sur les annales, bah, je pense que vous l'avez compris, donc, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais pour moi, c'est vraiment super important. Et même en cours d'année, en fait, on n'a pas besoin d'attendre la période de révision. Donc on va dire, c'est quoi? C'est le mois d'avril pour réviser dessus. Justement, le réviser au fur et à mesure pour se rendre compte aussi du niveau, de qu'est-ce qui est attendu de nous, etc. pendant l'année, pour pas s'en rendre compte 2 semaines avant de ah mince, en fait, c'est pas du tout ça qu'on me demande ou je vais tout foirer. Enfin, en fait, vaut mieux, à la limite, en avoir conscience, bah, là, par exemple, au mois de février-mars, plutôt qu'au dernier moment. Et ensuite, le dernier conseil, c'est adopter le carnet à erreurs. Donc ça, c'est important, pareil, de l'adopter le plus tôt dans l'année possible. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Alors moi, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, je le faisais sans savoir que c'était une méthode, genre qui avait un nom, etc. C'est en fait quand vous vous entraînez, que ce soit donc sur les exercices de vos professeurs ou sur les annales, par exemple,
c'est d'avoir un carnet, ou ça peut être un cahier, ou ça peut être un Word sur votre ordinateur, enfin bref, un fichier où en fait vous répertoriez les erreurs que vous faites. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir, comme son nom l'indique, un carnet à erreurs, donc c'est-à-dire un endroit où vous allez répertorier toutes les erreurs que vous avez faites. Et de cette façon, en fait, vous allez pouvoir après relire, par exemple, ce carnet, ce cahier, ce fichier Word Hmm. pour vous souvenir, ah oui, c'est vrai que là, j'avais fait une erreur, donc il ne faut pas que je la refasse. Mon conseil, c'est de ne pas forcément noter la réponse que vous avez mise qui était fausse et la bonne. Notez simplement la bonne réponse parce qu'en fait, si vous mettez les deux, peut-être que des fois, vous risquez de confondre. En fait, si tu relis et la fausse réponse et la bonne réponse, en fait, peut-être que tu en as une finalement qui va te rester en tête et puis le jour J, tu vas te dire mince, c'était laquelle déjà des deux qui était bonne. Donc, notez uniquement la bonne réponse, mais au moins pour vous rappeler que sur ce point-là, a priori, vous aviez eu un souci. Et donc, ça permet de réviser aussi rapidement. Par exemple, je ne sais pas, le soir, que ce soit la veille d'un contrôle en cours d'année ou même la veille du jour J, en fait, de relire dans son lit tranquillement juste les erreurs qu'on a fait sur cette matière, etc. Ça permet d'un peu de se rafraîchir la mémoire et de réviser rapidement, mais efficacement, parce qu'a priori, moi, je pars du principe que si la première fois qu'on a fait un exercice, on avait bon du premier coup. Je pars du principe qu'a priori, à part s'il se passe vraiment une catastrophe, normalement, on va avoir bon la seconde et la troisième fois, donc ça ne sert pas à grand-chose d'y revenir dessus. Alors qu'à contrario, si tu as fait des erreurs, en fait, c'est important de savoir où est-ce que tu as fait des erreurs pour t'améliorer, justement. Exactement. Peut-être avant qu'on passe à la rubrique d'après, où donc Julie va nous partager sa méthode de travail et comment elle a révisé donc les différents jeux du DCG. Peut-être qu'on va peut-être répondre à quelques questions. Donc je suis en train de voir le chat. Déjà, il y a des personnes qui te félicitent, Julie, pour ton parcours. Merci, c'est gentil. Alors ensuite, donc Malik, donc il te félicite pour ton parcours et il te dit, est-ce qu'on peut s'inscrire au DCG avec un titre pro gestionnaire comptable et fiscal niveau 5? Voilà, je ne sais pas. Je sais qu'il faut C'est... le bac. Après, sinon, je crois que tu peux voir sur Internet les. En fait, faut avoir un niveau bac pour s'inscrire au DCG. Donc, je ne sais pas si, j'avoue, je ne suis pas une spécialiste des titres pro. Il faudrait savoir si ça confère le niveau bac. Si oui, je pense que c'est OK. Ouais. Franchement, c'est pas trop pour ce titre pro gestionnaire, mais pareil, en fait, je sais qu'il faut le niveau bac. Mm. Donc, euh, peut-être que tu trouveras la réponse sur Google. Sinon, tu peux toujours nous appeler au téléphone, on peut t'aider. Euh, alors, Arnaud nous dit qu'il veut aller jusqu'au deck pour avoir le choix des métiers. Et si c'est pour être expert comptable, je serai dans deux éléments que j'apprécie, les chiffres et le rapport humain. Dans l'idéal, je veux être expert comptable pour choisir mes clients et apprendre d'eux. Super objectif, Arnaud. Bah, bravo. Bonne continuation pour la suite. Un entrepreneur. Ouais, c'est ça. Malik nous dit quel est le niveau d'études pour intégrer le DCG? Bah, c'est le niveau bac. Donc les commentaires d'après, donc c'est des gens qui répondent à Malik. Donc il te faut le bac au moins, le bac, le bac. Mais pour les écoles, dans les lycées, les IUT, les bachelors sont prioritaires. Les bachelors sont prioritaires, je sais pas, la vérité, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Toi, Julie, tu en sais un peu plus? C'était pour le DCG ou le DSCG? DCG, en fait, il y a une personne qui dit pour les écoles dans les lycées, les UT, les bachelors sont prioritaires, mais je suis pas sûre Peut-être pour d'avoir la compris. deuxième année. Peut-être que c'est pour la deuxième Peut-être. année, mais en tout cas pour la première année, en général, c'est plus du coup des lycéens enfin, qui viennent d'avoir Hmm, le bac. Après, je pense que ça dépend aussi des écoles, ça dépend si c'est du public, du privé, ça dépend si tu as ton bachelor à 15 de moyenne, tu seras peut-être prioritaire sur quelqu'un qui l'a eu à 10 aussi. Enfin, c'est sur dossier en général, donc ouais. Alors, il y a donc Anne qui nous dit comment faire pour la révision des annales par rapport à la nouvelle réforme. Par révision, tu ah veux dire oui, actualisation ou ouais, je pense que est-ce que ça vaut toujours le coup d'utiliser les annales par rapport à la réforme? Donc moi, je dirais que oui, déjà, moi, pour la petite anecdote, je remonte même jusqu'à 2008 quand je révisais, alors que tu as toujours des trucs qui changent, mais en fait, c'est plus l'idée de s'entraîner. Et justement, ça permet aussi d'avoir un avis critique en fait sur ce qu'on fait. Donc des fois, on peut avoir faux, faut se demander, est-ce que
j'ai vraiment faux parce que c'est pas bon, ou est-ce que c'est parce que la législation a changé, etc. Enfin, je trouve que c'est un bon exercice aussi. Et surtout par rapport à la réforme du DCG, où maintenant, il y a beaucoup moins de questions et on accompagne moins l'étudiant dans les étapes. Justement, avant, il y avait plus les étapes, donc ça peut permettre d'avoir un peu l'état d'esprit, en fait, par quelles étapes on doit passer pour répondre à la question finale, qui d'habitude était la question 5 ou 6 avant, et maintenant qui est limite la question 1. Du coup, ça vous permet d'avoir toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour aboutir, in fine, à la question, enfin, à la réponse plutôt, avec la nouvelle réforme. Donc pour moi, ça vaut toujours le coup de faire les annales, et dans tous les cas, ça sera jamais perdu, en fait. C'est toujours un entraînement en plus, parce que bah, si on prend par exemple un livre en plus des cours de son école, bah, en fait, on va être vite limité, et sinon, on va être obligé de refaire le même exercice 10 fois, sauf qu'en fait, une fois que tu l'as fait genre 2 fois, bah, tu te rappelles un peu de qu'est-ce qu'il fallait faire. S'il y avait un piège, tu vas pas le Ouais, refaire, et du coup, c'est vite limité en termes d'entraînement. Donc, c'est pour ça ouais, que c'est bien de faire les annales, et après, toujours garder un esprit critique. Donc, dans tout ce qui est compta, contrôle-gestion, finance, en général, ça n'a pas trop changé, parce que les formules, bah, ça reste des formules exactement. change pas dans le temps, c'est juste pour le droit, il faut faire un petit peu attention. Après, il y a pas, t'as pas tout qui change non plus tous les ans. Donc, il faut juste bien avoir en tête de se dire, bah, si je pense vraiment que c'est bon et que c'est marqué dans mon cours, bah, en fait, c'est peut-être qu'il y a eu une actualisation à faire. Ouais, tout à fait. Alors, Idriss nous demande est-ce que c'est possible de passer les 13 jeux en un an en révisant dès le mois de Rien n'est février? impossible, hein. Rien n'est Impossible. impossible. Et après, ça dépend aussi, est-ce que tu révises le DCG, mais est-ce que tu as un bachelor ou un master, par exemple, en compta, mais dans, je sais pas, dans notre pays, ou est-ce que tu as un master en finance, et auquel cas, bah, ce sera sans doute plus facile que quelqu'un qui sort d'un bac S, par exemple, ou ES, qui a jamais fait de compta. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Après, ne jamais dire jamais. Il y a sans doute des gens, je pense, qui ont réussi. En tout cas, tu Mais il y a en des fait, moi, prérequis, non? Par exemple, pour passer l'UE10 de comptabilité, il faut avoir validé l'UE9. Donc, s'il n'a pas de non, dispense, non, il non, peut non, les pas passer en même temps? forcément. Ok. Ouais, tu peux les passer en même temps. Tu peux même passer l'UE10 avant l'UE9. En général, c'est pas forcément ce qui se fait. Quoique pour les tu sais, t'as des BTS, par exemple, ils ont la dispense de l'UE9, et ils peuvent Oui, quand tu passer as des l'UE10 dispenses, du oui, coup bien en sûr. deuxième année, et repasser enfin, l'UE9 en troisième année pour avoir des points d'avance. Enfin, il n'y Ok. a pas de règle. Donc après, le risque, c'est juste que si tu veux passer les 13, vu que c'est des programmes assez denses, c'est que bah, tu essaies de réviser un peu tout, et au final, tu révises un peu rien, et du coup, tu as des pas très bonnes notes un peu partout, et du coup, tu dois tout repasser l'année d'après. Donc peut-être, surtout là, vu qu'on est au... Déjà, pourquoi commencer en février? Là, on est en janvier, donc tu commences en janvier. Mais Tout peut-être à de fait. couper en deux, parce que quitte à prendre un énorme risque et à ne pas du tout l'avoir, enfin, en fait, c'est dommage si tu dois quasiment repasser, par exemple, 10 UE sur 13, peut-être essayer d'en faire 6, par exemple, ce qui est déjà très bien, et d'en faire 7 l'année d'après, sachant que tu as aussi t'as le rapport de stage qu'il faut bientôt rendre, je pense. Donc déjà, ça va peut-être te limiter. Donc quitte à passer 12 UE cette année et le rapport de stage l'année prochaine, autant faire bien les choses et faire 6 et 6. D'autant que le problème, c'est que si tu n'as pas des bases solides et qu'après tu veux continuer par exemple en DSCG, en fait, l'avance que tu auras prise en DCG, ben, en fait, tu vas mettre beaucoup plus de temps à passer le DSCG, parce que bah, en fait, tu as pas mal du programme du DSCG qui nécessite au moins d'avoir compris le programme de DSCG, voire des fois, tu as des similitudes. Donc, en fait, l'année que tu penses gagner maintenant, tu vas peut-être en perdre deux, trois par la suite. Donc, Ouais. moi, je te conseillerais plutôt de faire en deux fois, et déjà passer 6 matières en une fois, c'est déjà très bien, surtout si tu n'as aucune base en comptabilité Ouais. gestion. D'ailleurs, il y a Malik qui nous demande en moyenne, on peut passer combien d'UE par année? Donc là encore, ça dépend déjà ce que tu as des dispenses ou pas. Et puis, bah, comme Julie a dit, en fait, tu peux, si tu es très courageux, passer sans un an, mais c'est pas ce que moi, personnellement, je recommanderais. Tu peux toujours passer 6 jeux par an, comme Julie a dit. Et après, la plupart des gens, en fait, ils passent plutôt le DCG en 3 ans. Je pense que c'est plus safe quand même. Ça te permettra, en fait,
de passer suffisamment de temps sur toutes les jeux pour les valider. Il faut aussi donc se rappeler que c'est un examen qui est quand même difficile, le taux de réussite est très bas. Donc en fait, ça sert à rien de prendre des risques pour vouloir donc tout faire d'un coup, parce qu'en fait, en voulant tout faire d'un coup, vous risquez en fait de ne rien valider. À part si vous pensez que vous avez donc assez de bagages, de connaissances et surtout beaucoup de temps pour pouvoir donc réviser toutes les jeux donc suffisamment en 1 an ou en 2 ans pour tout valider. Mais si vous avez déjà un agenda qui est enfin un emploi du temps qui est déjà très chargé, une vie sociale très chargée aussi, donc on va pas se mentir, ça va être très compliqué de valider le DCG en 1 an ou en 2 ans. Et si vous n'avez aussi aucune dispense à côté. Ouais. Alors Céline nous dit, en pleine reconversion professionnelle, je vais faire la formation pour passer le titre pro de gestionnaire comptable et fiscal Bac+2 et enchaîner ensuite sur le DCG. Ok, bon courage Céline, bravo, super. Mustapha nous dit, que penses-tu d'avoir plusieurs sources au piocher les connaissances? Parfois ça fait un peu trop et on se perd. Ah, on parlait justement des risques de se perdre, c'est ce que Julie disait, je ne sais pas si tu veux encore en reparler rapidement ou... Ouais, bah, je pense qu'on l'a déjà Ouais, abordé c'est tout à ça. l'heure. C'est en fait si enfin, vaut mieux avoir un, deux, bon, trois supports max si on compte les cours du prof, admettons un livre et les annales, mais d'avoir genre 4 livres, 50 supports de révision. Enfin, en fait, c'est ce qu'on fait pour être productif. Au final, c'est plutôt contre-productif et il vaut mieux se concentrer sur Exactement. quelques supports de révision et vraiment bien les bosser plutôt que d'en avoir 10 et de pas bien les bosser. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et moi, Mustapha, en fait, je te dis, si jamais tu penses que tu as peur de te perdre et tu sais pas, en fait, où trouver, du coup, les bons cours, les bons entraînements qui ciblent les thèmes essentiels récurrents qui tombent souvent. Moi, je recommande toujours une prépa, enfin, forcément. Donc, je travaille pour ProConta, mais aussi parce que je le pense vraiment. On a vraiment beaucoup d'étudiants qui viennent chez nous, qui sont perdus, qui nous disent, j'ai essayé de passer ces jeux l'année d'avant, c'était une catastrophe, j'ai pas réussi, je me suis perdue, j'ai pris beaucoup de support. Je sais qu'il y a des gens brillants qui réussissent comme Julie, qui sont très organisés, mais je sais aussi que malheureusement la majorité se perd. C'est pour cette raison aussi que en fait, le taux de réussite est assez faible. Donc non seulement les jeux sont denses et difficiles, mais aussi en fait, il y a beaucoup de sources de cours. Et donc en fait, il faut vraiment savoir faire le tri et prendre uniquement l'essentiel. Donc, parce que sinon, si vous prenez 10 000 supports et que vous avez envie de tout lire, de tout comprendre, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout que là, on va pas se mentir, l'examen est dans moins de 5 mois. Enfin, je dirais plutôt 4 mois et demi. Donc voilà. Bon, alors passons à la rubrique d'après. Donc, Julie, dis-nous tout. Pour ta méthode de travail, quelle est ta méthode de travail? Comment tu as révisé les différents jeux? Est-ce que c'est la même méthode de révision ou pas du tout? Donc, je te laisse tout nous expliquer. Pardon. Donc en fait, il existe plein de méthodes de travail. Le problème, c'est que souvent on parle d'une seule méthode quasiment qui est de faire des fiches, donc qui est certes une méthode de travail, mais qui n'est pas la seule méthode de travail. Donc là, vous pouvez voir à l'écran, par exemple, plein d'autres méthodes de travail. Le cours magistral, l'audio, le visuel, les deux, audiovisuel et discussion, pratiquer, enseigner. Donc c'est plein de méthodes de travail différentes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des méthodes euh, qui sont plus efficaces que d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle les révisions actives. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qui est tout en haut, parce qu'en fait, ça va nécessiter un effort en fait d'aller chercher dans vos connaissances, vous, de vous interroger en fait sur savoir est-ce que vous avez bien compris quand vous discutez avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire de l'à peu près. Vous devez être clair dans vos explications, et donc ça vous permet de vous rendre compte est-ce que j'ai vraiment bien compris ou pas. Mhm. Pareil, bah, de pratiquer, en fait, c'est de faire des exercices. Des fois, on pense qu'on a compris quelque chose, et on arrive devant l'exercice, on se dit, ah ouais, en fait, je ne sais pas du tout comment répondre à cette question, donc en fait, j'avais peut-être pas forcément bien compris. Et pareil, l'enseignement, bah, en fait, forcément, si tu enseignes à quelqu'un, c'est que tu dois avoir compris à la base, alors que les autres méthodes, à la base, sont plutôt passives, où par exemple, tu regardes une vidéo, tu regardes un cours, tu lis. Enfin, en fait, c'est des méthodes où on n'est pas a priori actif. Et par contre, on peut transformer ces méthodes en méthodes actives. Je donne un exemple. Par exemple, si on lit une de ces fiches, c'est pas pareil juste de lire la fiche et de lire 10 fois
que de la lire et après de se dire, OK, je la cache. J'essaye de me rappeler qu'est-ce que je viens de lire, que ce soit un paragraphe, que ce soit la fiche entière. J'essaye de redire exactement ce que j'ai vu ou j'essaye d'expliquer à quelqu'un. En fait, c'est plus de se tester, de s'interroger. C'est ça qui va être vraiment important. Ouais. Alors Céline nous demande, est-ce que les matières littéraires comme le droit, l'éco, le management se révisent comme les matières techniques avec les annales en priorité? Bah, Céline, écoute, Julie va te répondre dans pas très longtemps. Du coup, Julie, parle-nous un peu des différents types de lieux, parce que toi, tu les catégorises en fonction de on va dire la nature de lieu. Euh, Ouais, c'est ça. et du coup, je te laisse les Euh, présenter et nous dire un peu tes différentes méthodes de travail pour réviser chaque catégorie de jeu. Bah alors, je sais plus comment ça m'était venu ça, mais c'est vrai que une fois que j'avais fini mon DSCG, pour moi, dans ma tête, en gros, il y avait les UE techniques et les UE littéraires. Donc, technique, c'est plus tout ce qui va être avec des calculs, où là, c'est vraiment indispensable de faire des exercices. Donc, par exemple, en DCG, ça va être la finance d'entreprise, la comptabilité approfondie, le contrôle de gestion. Les UE littéraires, ça va plus être des UE où ça va être du par cœur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de par cœur dans les yeux techniques, mais il y en a quand même beaucoup moins et c'est beaucoup plus de la pratique. Pareil, ce qui ne veut pas dire que dans les yeux littéraires, il ne faut pas du tout faire d'exercice. C'est bien d'en faire, mais en tout cas, si on n'en fait pas du tout et qu'on apprend par cœur, c'est possible quand même de s'en sortir. En fait, c'est plus ça l'idée. Donc là, ça va être plutôt tout ce qui est attrait au droit, l'économie, au management. Et après, il y a les yeux un peu qui sont un peu entre les deux. Donc le droit fiscal, parce qu'en même temps, c'est du droit. Donc maintenant, je sais qu'il faut un peu le présenter comme un cas pratique avec justement la règle de droit, etc. Mais en même temps, souvent, tu as des calculs liés à la fiscalité et les systèmes d'information, où en même temps, tu as une partie de cours sur tout ce qui est, je sais pas, les serveurs, les systèmes d'information, à quoi ça sert, etc. Mais tu as aussi une partie, entre guillemets, technique avec tout ce qui est Excel, les, les tableurs, etc. Donc, en fait, c'est un peu les deux, mais en tout cas, ces matières-là ne se révisent pas de la même façon. Donc, c'est ce qu'il y a ouais, sur la slide suivante. Donc, comme je disais, les yeux techniques, c'est vraiment le plus important, limite, c'est si on a choisi entre apprendre par cœur le cours ou faire des exercices, en fait, il faut faire des exercices. Enfin, c'est les 80% d'exercices et les 20% de cours. Faire et refaire les annales parce que c'est aussi s'entraîner. Et par contre, moi, ce que je conseille, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais le cours à part. Donc, c'est-à-dire que quand je faisais des annales ou même des exercices, en fait, enfin, s'il y avait des questions de cours, entre guillemets, je n'y répondais même pas. Genre, je passais direct à OK, je fais mes calculs, etc. Et par contre, le cours, je le travaillais à part. Donc, tout ce qui était définition, conditions, etc. Moi, je le travaillais plus du coup comme une matière littéraire où du coup je me faisais des fiches, mais juste sur la partie vraiment cours, pure, donc définition, etc., qui peut plus s'apparenter à du par cœur, et donc un peu les 20% de matière littéraire qu'il y a dans les matières techniques. Et à l'inverse, forcément dans les matières littéraires, on va plus en fait être axé sur du par cœur. Je ne sais pas si tu peux passer la Ouais, slide. ce que Ouais. j'allais dire en fait. Ah non, pardon, je parlais d'abord des. Ok, je faisais un focus sur les matières techniques. Donc en fait, par exemple, pour les UE de comptabilité, ce qui va être très important déjà, c'est d'assimiler la logique débit-crédit. Alors ça peut paraître bête, mais au début, quand on commence, on ne l'a pas forcément, et surtout de bien s'assurer qu'on a cette logique, parce que le risque, c'est d'apprendre par cœur les schémas d'écriture, alors que normalement, vous n'avez pas à apprendre par cœur les schémas d'écriture. Il faut avoir la logique et après connaître les numéros de compte et s'entraîner. Et en fait, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur. Le risque, c'est d'apprendre par cœur le schéma, d'arriver à l'examen, de replaquer le schéma. Déjà, on a un risque de se tromper et d'avoir inversé. Et en plus, entre ce que vous avez vu en exemple, en exercice, et ce qui va être dans le sujet d'examen, peut-être qu'il va y avoir une subtilité, un petit élément en plus, en moins, que vous n'aurez pas anticipé. Et donc, si vous ne savez pas vous adapter à l'énoncé, en fait, vous allez copier-coller l'écriture que vous avez apprise, ce qui ne va pas forcément correspondre à la question précisément. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment super, super important la logique des Big S'il y avait un truc à avoir, c'est celui-là et tester différentes techniques, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, donc là, je mets en exemple emploi-ressources, mais moi, typiquement, c'était avec emploi-ressources qu'on m'avait expliqué au début, je ne comprenais rien. Et vraiment, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque? Je ne comprends rien. Pourtant, j'ai un esprit logique, mais en fait, c'était totalement une logique à part.
Et c'est quand on m'a dit, enfin quand j'ai compris que, ok, en fait, les comptes 6 tu débites, les comptes 7 tu crédites, etc. Là, je me suis dit, ok, moi, je voulais juste un truc bête et méchant. Tu me dis, c'est A ou c'est B, et ok, c'est bon, j'ai compris. Mais emploi ressources, je ne comprenais rien. Ce qui ne veut pas dire qu'au final, je ne pouvais pas comprendre la logique comptable, mais c'est pour justement vous illustrer que si vous n'arrivez pas avec une méthode d'enseignement, par exemple, ou des exemples, bah, essayez d'aller dans des livres, d'aller regarder des vidéos sur YouTube, d'aller sur d'autres supports, parce que peut-être qu'en fait, avec une autre méthode, vous allez mieux comprendre. Donc, euh, Ouais. donc voilà. Après, il y avait donc les UE plus financières. Donc là, ça va être plus la finance, contrôle de gestion, où il y a beaucoup de formules. Donc, ce qui va être important, c'est pareil, c'est de comprendre en fait les formules. Et surtout, quand vous allez faire les annales, vous allez vous rendre compte que des fois, il y a des formules qui sont données dans les annexes, des fois, il y en a qui ne sont pas du tout données, auquel cas, il faut les apprendre. Donc, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir les annales pour se rendre compte que, OK, cette formule, peut-être qu'elle est ultra compliquée, mais en fait, souvent, elle est donnée dans les annexes, donc peut-être que vous n'avez pas à l'apprendre. Et pareil, de comprendre les formules, ça va vous aider après dans l'analyse justement des résultats, parce que c'est ce que demandait maintenant Mhm. au DCG. Et surtout, les informations les plus importantes se trouvent dans l'introduction et dans l'annexe. Donc, c'est le truc qu'on a tendance à zapper, surtout l'introduction, alors qu'en fait, c'est là qu'on a les éléments qui sont très importants, donc du contexte, de savoir l'entreprise, c'est quoi son secteur d'activité. Je ne sais pas, peut-être qu'on va vous dire que on est en cours de transmission parce que le dirigeant va partir à la retraite, par exemple, il veut céder à ses enfants, ou est-ce que c'est il y a une forte concurrence ou pas. Enfin, en fait, c'est ce qui va vous aider à apporter de la valeur ajoutée dans vos analyses. Et donc, en fait, outre le résultat, donc oui, vous allez avoir la formule qui va être bonne ou pas, vous allez avoir votre résultat qui va être bon ou pas. Mais après, surtout, ce qui va être important, c'est d'analyser ce résultat et de le remettre dans le contexte. Et le contexte, en fait, vous allez l'avoir dans l'introduction et dans l'annexe. Et en fait, vous pouvez avoir un résultat qui n'est pas bon, parce que bah oui, ça arrive de se tromper. Mais en fait, l'important, c'est surtout de pouvoir l'analyser derrière. Et en fait, si l'analyse est bonne par rapport au résultat que vous avez trouvé, enfin, vous n'allez pas avoir de points sur le résultat en tant que tel, mais sur l'analyse, vous aurez quand même des points. Et ça peut vous aider aussi même à vous dire, Bien sûr. tiens, c'est bizarre, dans l'introduction, ils m'ont dit que l'entreprise n'était pas en bonne santé financière. Pourtant, dans mon ratio de rentabilité, je trouve que le truc, il expose tous les records. Donc, c'est peut-être de se dire, ah ouais, je me suis peut-être trompée en fait. Donc, c'est pour ça aussi que c'est C'est important. important. Très important. Tout à fait. Et du coup, pour les yeux littéraires, alors? Ouais, pour les yeux littéraires, donc là, c'était plus pour tout ce qui est droit, économie, management. Euh, Moi, alors, c'est un peu contre-intuitif parce que c'est les matières où il faut en apprendre le plus par cœur, mais pour autant, ce que je conseille, c'est d'en apprendre le moins possible par cœur. Donc, évidemment, il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur, mais il y a certaines choses, comme par exemple les définitions, en fait, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur au sens littéral du terme, donc c'est-à-dire mot à mot. En fait, il faut avoir l'idée au global et avoir certains mots-clés. Par exemple, je sais pas, une immobilisation, ça doit être sur plusieurs exercices. Ça se trouve à l'actif du bilan. Enfin, là, je peux vous expliquer ce que c'est une immobilisation. Pour autant, je vous assure que tous les soirs, je ne relis pas la définition d'une immobilisation. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est très important de comprendre la définition et de repérer les mots-clés qui sont dedans qu'il va falloir absolument placer. Honnêtement, le correcteur, il s'en fiche si vous mettez qu'elle est à l'actif au début de la phrase ou à la fin. En fait, ça a le même sens. Ça veut dire que vous avez compris. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et surtout de faire des liens. Donc, par exemple, une mobilisation, elle peut être détenue donc pour faire du commerce, pour être louée à des tiers, à des fins de gestion interne. Par exemple, un ordinateur, c'est pour la gestion interne, enfin pour l'organisationnel. Ça peut être loué à des tiers. Si c'est une entreprise, je ne sais pas, de location, même si c'est une SCI qui loue à la société d'exploitation. Enfin, en fait, essayer de faire des liens avec ce qui se passe dans la réalité pour justement intégrer, par exemple, les définitions et ne pas vous retrouver le jour J. En fait, si tu apprends tout par cœur, le risque, c'est, en général, tu arrives devant ta copie, si tu n'as pas les deux, trois premiers mots de la phrase, Ouais. en fait, tu es incapable de retrouver la suite. Et donc, du coup, en fait, tu te retrouves à laisser un espace blanc. Alors qu'en fait, peut-être que moi, ma définition là, que je vais vous donner d'immobilisation, je ne suis pas comptable moraliste, mais peut-être que j'aurai pas 2 sur 2, mais peut-être que j'aurai 1 ou 1,5 sur 2 parce qu'il me manquera un ou deux mots, mais globalement, déjà, j'aurais plus que quelqu'un qui l'aurait apprise par cœur et qui ne saurait pas commencer sa phrase et en fait qui va juste rien mettre. Donc c'est pour ça que ce serait dommage. Et surtout, même outre le fait de réussir son DCG, il faut se mettre quand même dans une optique qu'on ne passe pas son DCG pour passer son DCG, on passe son DCG quand même pour acquérir des connaissances, pour être un bon professionnel derrière.
Donc, certes, tu vas apprendre la définition pour le jour J, mais en fait, si tu l'as oublié une semaine après et que tu n'as pas compris en fait ce que c'était une immobilisation, bah, c'est quand même dommage. Et en fait, limite, vaut mieux avoir compris ce que c'est et avoir, je sais pas, 10, 11 le jour J plutôt que d'avoir 15 parce que tu as recraché ton cours, entre guillemets, bêtement. Et au final, tu te souviens plus de ce que c'était. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence. Et par exemple, pour tout ce qui est droit, où il y a des conditions, etc., ça peut être bien. Moi, ce que je faisais, c'était j'utilisais la méthode que je dis des initiales. Donc, en gros, c'est les premières lettres de chaque mot. Donc, par exemple, il y a la clause, forcément, je l'ai oublié là. La clause, mince, elle est temporelle, elle est limitée dans le temps, limitée dans l'espace. La clause de non-concurrence. Donc, en fait, vous pouvez retenir TEPC parce qu'elle est limitée dans le temps. Donc, le T, dans l'espace, le E. Le P, elle est proportionnelle aux intérêts de l'entreprise. Et le C, elle est avec une contrepartie financière non dérisoire. Donc, vous voyez, c'est pareil, ça, je vous assure que je ne récite pas cette clause tous les soirs. Et pourtant, j'ai réussi à m'en rappeler parce que je me rappelle que clause de non-concurrence égale TPEC. Et en fait, c'est plus rapide de retenir clause de non-concurrence égale TPEC que clause de non-concurrence égale limité dans le temps, limité dans l'espace. Enfin, en fait, ça fait beaucoup d'informations. Alors que là, on résume en fait l'information en texte, on va dire, beaucoup plus court. Et donc, ça permet d'apprendre des choses. Et si on a, du coup, si on a vraiment compris, on va se rappeler en fait de la première lettre. Elle était équivalente à quelle phrase. Donc voilà une petite astuce. Et donc moi, ce que je faisais pour les matières littéraires, c'est je faisais pas plus d'une demi-journée sur la même matière parce qu'en fait, quand c'est du par cœur et du droit, etc., après, c'est peut-être moi, j'ai moins d'affinité avec cette matière-là, je préfère les matières techniques. Comme Mais en moi. tout cas, au bout d'un moment, en fait, il faut varier. Donc pas plus d'une demi-journée. Et pendant ces 4 heures, admettons, pareil, varier les supports. Faites pas toujours relire le livre ou relire la fiche ou faire des fiches ou même faire des exercices. En fait, il faut varier justement pour habituer aussi déjà pour pas se lasser et pour habituer le cerveau à faire plusieurs choses différentes et pour rester un peu focus. On sait très bien que si on lit pendant 4 heures un livre, à la fin, on sait même plus, enfin, même des fois au bout d'un quart d'heure, on sait même plus ce qu'on est en train de lire. On a fini la page, mais on est incapable de dire ce qu'on a lu. Donc, ça sert pas à grand-chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux, ok, tu lis, après tu peux faire des exercices, après tu peux faire la fiche, enfin voilà, d'essayer d'alterner. Et donc ça, que ce soit les matières littéraires ou les matières techniques, moi je travaille chapitre par chapitre. Donc c'est-à-dire que par exemple quand je fais une annale, je fais jamais une annale en entier, genre je me bloque 4 heures et je fais toutes les annales, enfin toute l'annale. Je fais par chapitre, donc par exemple le droit de société, admettons, je viens de réviser la SAS, et ben je vais regarder la SAS, elle est tombée dans quelles annales, euh, et donc je vais faire que les annales de la SAS pour être sûre en fait d'avoir une vue d'ensemble de toutes les questions qui peuvent être posées et de savoir si oui ou non je peux répondre à ces questions. Et sinon, ça veut dire que je dois rebosser dessus. Et si oui, ça ne veut pas dire que je ne dois pas pour autant rebosser dessus, mais en tout cas peut-être moins qu'une autre matière. Donc voilà, moi je travaille plus par chapitre pour être au moins sûre de me dire, ok, ce chapitre-là, est-ce que je le maîtrise ou pas? Parce qu'en fait, si tu fais une annale avec tous les chapitres dans n'importe quel ordre, déjà des fois tu vas te dire, bah non, je ne peux pas la faire parce que j'ai pas vu tel chapitre. Ben, c'est pas grave, en fait, tu peux faire juste le dossier 2 qui concerne ton examen qui va être ton examen blanc, par exemple, qui va arriver. Ouais. Enfin voilà, faut rester un peu flexible. Ce qui est drôle en fait sur le droit, c'est qu'en fait nous on a pas mal d'étudiants qui viennent chez nous et qui ont l'impression que le droit c'est du par cœur et donc ils ont un peu peur, ils disent ouais mais moi je déteste apprendre par cœur et tout alors qu'en fait comme Julie a dit c'est le contraire qu'il faut faire en fait, il faut apprendre le moins possible par cœur, il faut surtout comprendre. Et donc, en fait, nous, on a pas mal d'étudiants qui arrivent, donc, qui sont en mode, ah mince, je dois apprendre par cœur, je suis pas capable, je déteste apprendre par cœur. Et à la fin, qui sont étonnés d'avoir de très bonnes notes en droit. Parce qu'en fait, ils découvrent une autre méthode. En fait, on a donc un prof, monsieur Frédéric Bottaro, qui leur apprend, donc, comment, au lieu d'apprendre plutôt, en fait, comprendre. Et en fait, il arrive il a le don de rendre facile tout ce qui est très compliqué. Et en fait, les étudiants se rendent compte que, du coup, en comprenant le cours, ben là, en fait, ils n'ont plus besoin de l'apprendre par cœur pour réussir. Et c'est drôle, enfin, c'est drôle. C'est tant mieux, c'est top. C'est juste que ce qui est drôle, c'est le fait que le droit a cette réputation de par cœur, alors qu'en vrai, c'est pas en apprenant par cœur qu'on réussit le jour de l'examen. Donc voilà, Et c'était juste une surtout, petite. avec le droit, je pense que c'est une des matières qui est la plus
amusantes à aller chercher peut-être des exemples. Alors, soit ton prof te donne des exemples de la vie courante qu'il a vu parce qu'il était Exactement, avocat c'est ou ce qu'il quoi, fait, exactement. ou d'aller chercher sur Internet, en fait, et tu as tout le temps des articles abus de biens sociaux, détournement de fonds. Enfin, là, c'était plus du droit pénal, mais en fait, c'est une matière où c'est facile d'avoir, entre guillemets, des petites anecdotes. Et du coup, peut-être qu'une des méthodes, donc là, que ça vient de me venir pendant le live, c'est peut-être des fois s'il y a des concepts que vous n'arrivez pas à intégrer, en fait, de taper le nom et d'aller voir dans Actualité et en fait de voir s'il n'y a pas un article qui en parle parce qu'il y a une entreprise, par exemple, qui a détourné des fonds ou, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir fait, Ouais. qui n'avait pas sécurisé son pacte d'associés ou j'en sais rien. Mais en fait, justement, en fait, l'humain, il va retenir plus les exemples et les petites histoires croustillantes de ton prof, qu'il soit juste prof ou avocat. Enfin, t'inquiète que ça, tu vas les retenir. Par contre, ton cours qui est à côté, peut-être que tu vas pas le retenir. Mais justement, en fait, de lier les deux, de se dire, OK, bah là, j'avais pas forcément d'exemple concret. Je vais aller chercher des exemples concrets. Et en fait, en retenant l'exemple, tu vas réussir à te dire, alors attends, dans ce cas-là, j'ai vu qu'il se passait ça. Donc là, soit c'est le même cas, ou soit c'est le cas à l'inverse. Donc ça veut dire que finalement, c'est l'opposé de ce qui s'est passé. Mais ça peut Ouais. permettre aussi de se souvenir. C'est clair. Et en fait, tu as raison parce que genre même moi, je m'y connais pas du tout en droit. Enfin, j'ai fait un cours en école de commerce il y a longtemps. Et en fait, j'étais surprise de voir les cours de notre prof, donc Botaro, parce qu'en fait, comme tu as dit, en fait, il citait des exemples de la vie de tous les jours. Et en fait, je trouvais ça amusant. Et du coup, je me disais, ah, ok, donc c'est ça ce concept-là, c'est ça ce truc. Et enfin, je suis pas du tout les cours du DSCG, c'est juste que de temps en temps, bah, je regarde un peu les cours de nos professeurs. Et comme tu as dit, en fait, en droit, c'est incroyable, mais en fait, il cite juste des exemples de la vie de tous les jours. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est des trucs que toi-même tu peux vivre ou que tu as déjà vécu. Et c'est là que tu retiens le cours. Donc c'est vrai que c'est une très bonne astuce, Julie. Et du coup, je te laisse continuer avec les yeux de droit, avec alors, je pense que tu as déjà parlé un petit peu des thèmes récurrents. Bah, je sais pas si tu as envie d'ajouter un mot Ouais, ou c'est pas par ça. rapport à Bah, ça. pour Oui. les yeux de droit, donc se concentrer sur les thèmes récurrents, donc c'est d'autant plus important où c'est des matières qui sont a priori par cœur, même si on essaye d'en enlever un maximum de par cœur. Choisir l'ordre de révision des chapitres aussi, parce que on peut avoir tendance à commencer par le chapitre 1 et à finir par le chapitre 22, 23, alors que des fois, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Donc, il n'y a pas forcément une bonne méthode ou une mauvaise méthode, mais juste de se dire que, bah, en fait, des fois, je ne sais pas si le chapitre 1, c'est que des, des notions qui tombent jamais à l'examen. Peut-être qu'il faut plus se concentrer sur déjà ce qui tombe souvent et ce sur quoi vous êtes en difficulté pour vous améliorer, plutôt que de commencer par le 1 et de finir par le 22-23. Alors ça, je trouve, le 22-23, vous n'aurez pas le temps de le réviser, pourtant c'est Mm. ce qui tombe le plus souvent à l'examen. Enfin, en général, les livres ne sont pas organisés comme ça, mais on ne sait jamais. Et savoir déterminer le problème de droit, surtout, c'est ça qui est important, parce qu'en fait, vous aurez beau connaître votre cours, que ce soit du par cœur ou l'avoir compris et pouvoir le ressortir. Si vous n'avez pas le bon problème de droit, vous allez faire un hors-sujet. Donc, en fait, vous allez tartiner, tartiner, tartiner. Mais en fait, si vous êtes à côté de la plaque, ben, en fait, ça ne sert à rien. Donc, c'est pour ça que c'est super important, la méthode en droit et de savoir bien déterminer c'est quoi le problème de droit et du coup, c'est quoi mon point de cours qui est associé pour ne pas se tromper. Ouais. Et Eva te demande, est-ce que en droit, c'est obligatoire de maîtriser les articles? Alors, enfin, faut maîtriser le concept. Après, faut pas, enfin, mot à mot, ça sert à rien. Et pareil, il faut pas retenir le numéro de l'article. Je sais pas si c'était ça la question sous-jacente, pardon, mais le numéro de l'article n'est pas à retenir ni la formulation en tant que telle qui est très droit, mais en tout cas de savoir l'expliquer. Faut quand même avoir le vocabulaire juridique et surtout avoir compris, mais faut pas dire selon l'article non, 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 ou bien guillemets et le répéter par cœur. Enfin, en fait, ça n'a pas d'intérêt de Ouais. le faire. Et en tout cas, c'est pas ce qui est demandé au DCG, peut-être dans les études d'avocat, etc. Mais en tout cas, nous, à notre niveau, c'est pas ce qui est demandé. Et du coup, en fait, on va passer à la rubrique suivante. Donc, Julie, dis-nous comment toi, tu organisais tes révisions. Quels sont tes tips? Ouais, alors déjà, il faut bien avoir en tête que l'organisation des révisions, elle va dépendre forcément de vous. Enfin, le planning que moi, je m'étais fait ne va pas forcément vous correspondre à vous, tout comme ça ne va pas correspondre à un de vos camarades. Parce que, bah, comme on l'a dit, en fait, c'est une chance qu'on a dans le DCG, c'est qu'on a une forte diversité. On a des gens qui sont en initiale, on a des gens qui sont en alternance, on a des gens qui sont
qui travaillent à plein temps, on a des gens qui ont des enfants, on a des gens qui ont des jobs étudiants, des jobs à côté. Enfin, en fait, on ne peut pas dire il y a un planning et c'est celui-là qu'il faut suivre. Donc c'est pour ça que là, je vous ai mis un peu des petits points. Je vous ai pas mis genre moi mon planning parce qu'en fait, ça n'a pas d'intérêt pour vous parce que vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes. Même par exemple, si quelqu'un va à la salle de sport tous les jours, ce qui n'est pas forcément mon cas, bah en fait, on va pas avoir le même mode de vie. Donc en fait, ça sert à rien de plaquer le planning de quelqu'un sur vous. Il faut juste que ce soit un planning qui soit adapté à vous. Comme je le disais tout à l'heure, moi j'ai plus vu des étudiants soit en général qui révisaient le soir en semaine, soit qui révisaient le week-end. Je pense que c'est pas la peine de faire les deux et c'est bien comme ça, on garde un équilibre. Soit on se détend en semaine, soit on se détend pendant le week-end. Donc, en premier lieu, je pense qu'il y en a peut-être qui connaissent parmi vous. Définir des objectifs SMART. Donc, en gros, c'est des objectifs qui sont atteignables, mais réalistes et qui vont être suffisamment motivants. Mais pour autant, on va peut-être pas viser le 20. Enfin, moi, par exemple, même si j'ai eu des très bonnes notes, je me suis jamais dit je vais avoir 20. Je me suis dit je vais essayer d'avoir la meilleure note possible. Mais pas le 20 et surtout que ça soit mesurable. Par exemple, je ne sais pas, est-ce que votre objectif c'est d'avoir 6, c'est d'avoir 10, c'est d'avoir 15. Vous n'allez pas forcément mettre la même énergie en fonction de la note que vous voulez ou que vous devez obtenir parce que des fois, il nous faut juste 6 dans une matière ou il nous faut 10, ce qui ne veut pas dire qu'il faut la bâcler pour autant, mais en fait, si on a des priorités à définir, forcément, ça va jouer. Et même au niveau Forcément, de la... Pardon, ouais, vas-y. ouais, vas-y, non, Non, j'allais vas-y. juste dire, même au niveau en fait du planning de révision, en fait, il faut aussi se fixer des objectifs SMART dans le sens où tu vas te dire, mon objectif, c'est de finir d'ici le 1er février, je sais pas moi, le premier cours de droit. Donc, tu mets vraiment un truc précis. Donc, je vais regarder par exemple, je sais pas moi, X vidéos, je vais faire X dossiers d'entraînement. Donc, tu vas pas non plus faire un truc qui n'est pas atteignable. En même temps, ça serait bien de mettre des objectifs très précis au lieu de juste dire, j'ai envie de finir l'UE2 du DCG d'ici je sais pas moi, d'ici avril. En fait, c'est mieux de dire d'ici 2 semaines, j'ai envie d'avoir fait ça, ça, ça. D'ici la semaine je sais pas moi, du 6 février, j'ai envie d'avoir fait ça, ça, ça. Donc, c'est aussi valable pour Mm. voilà, pour la révision, les objectifs SMART. Et vraiment, c'est très important de switcher tout le temps des objectifs SMART pour pouvoir les C'est atteindre ça. et les réaliser. Ouais. Ouais, il faut que ça soit assez précis. Par exemple, comme disait Yasmine, si vous vous dites faut que je révise la matière là, en fait, vous n'allez pas savoir pour en commencer, vous n'allez pas commencer du tout. Voilà. Alors qu'en fait, moi, enfin, je faisais pas mal de to-do, en fait, je me mets une to-do, je fais l'annale, par exemple, je fais l'annale 2019, annale 2020, annale 2021, je fais la fiche de telle matière. Enfin, en fait, vraiment. Aller au plus précis plutôt que de te dire je vais juste réviser la matière et ne pas savoir où on va. Donc ça, c'est super important. Ouais. Pareil, donc je ne vais pas vous conseiller de faire des impasses forcément, essayez de ne pas en faire, mais c'est quand même important, comme je disais, de cibler les thèmes les plus récurrents et on ne va pas mettre la même énergie dans les thèmes qui tombent souvent que dans les thèmes qui tombent moins souvent, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas du tout les réviser, mais statistiquement, il y a moins enfin, il y a moins de chances que ça tombe, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas tomber. Typiquement au DSCG, comme j'ai raconté, moi j'avais fait une impasse sur un chapitre qui tombait quasiment jamais et que j'avais pas envie de réviser parce que ça m'intéressait pas et il est tombé et en fait j'ai compensé avec le reste parce que je savais qu'en fait j'avais fait des impasses mais moi parce que j'étais dans un cas où en fait quand tu passes tout en même temps tu peux pas tout maîtriser sur le bout des doigts donc c'était un choix. Pour autant le reste j'avais bien révisé donc j'ai blindé et finalement j'ai quand même eu 11. Donc ce qui veut dire que si vous faites des impasses en tout cas soyez méthodologique euh, et en fait choisissez forcément les thèmes qui tombent le moins souvent. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est aussi d'évaluer son temps de travail en fonction du type de tâche. Donc par exemple, je ne sais pas, se dire 20 pages de livres de droit, ça me met à peu près combien de temps à lire. Donc, ça peut être 20, ça peut être 10, ça peut être 5, mais juste dans l'idée pour se dire, par exemple, ce chapitre-là, je sais qu'il fait 20 pages, je sais que ça me prend n'importe quoi 2 heures. Donc en fait, quand je vais faire mon planning, je sais que ça va me prendre genre un soir dans la semaine ou que ça va prendre la moitié d'une demi-journée le week-end. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas et que soit vous allez vous dire, en fait, je vais prévoir de le relire pendant une journée entière, ce qui fait qu'au final, vous allez un peu procrastiner, vous allez vraiment lire les 20 pages en une journée, mais en fait, vous auriez pu faire beaucoup plus que ça. Ou à l'inverse, vous allez vous dire,
je vais faire 6 annales samedi. Je vais aussi faire des fiches de 3 matières. Enfin, en fait, vous allez avoir 3 à faire et au final, vous n'allez pas réussir à le faire, ce qui est totalement normal. Et vous allez culpabiliser par rapport à ça va vous démotiver, etc. Donc, en fait, d'essayer de s'évaluer, de se dire en moyenne, de faire des tests, de se dire, voilà, en moyenne, je sais que pour 10 pages de droit, je mets 1 heure en moyenne pour faire une fiche de droit qui a un cours de 10 pages, je mets, je sais pas, 1h30 ou 2 heures. En moyenne, pour faire un dossier d'une annale, je mets 30 ou 45 minutes. Enfin, en fait, d'avoir des repères pour pouvoir après organiser son planning. Et justement, pour pas que ça affecte trop le moral, que ça soit dans le sens, mince, je suis pas capable, j'ai pas réussi, ou dans l'autre sens, où au final, vous allez vous dire, j'ai pas fait grand-chose. Comment je vais être, je vais pas être bien pour les examens parce que ça approche bientôt. Donc voilà, c'est super important. Et surtout, avoir un rythme de travail régulier, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec la discipline. C'est-à-dire que, donc certes, il y a des fois où ça va vraiment pas et tout. Il faut pas non plus se forcer parce que si vous mettez 1 heure à faire un truc que vous auriez fait en 15 minutes, en fait, vaut mieux utiliser cette heure-là pour vous détendre. Et comme ça, vous ferez en 15 minutes demain ou la semaine prochaine. Pour autant, il ne faut pas non plus trop abuser. Et si vous n'êtes jamais motivé, c'est peut-être de se poser la question, est-ce que du coup, j'ai bien mon why et mon pourquoi? Est-ce que je sais pourquoi je fais les choses? Est-ce que c'est lié à un événement extérieur, etc. Enfin, on n'a pas, la vie n'est pas toujours toute rose, donc des fois c'est complètement normal d'être démotivé. Après, si ça dure trop longtemps et que c'est juste lié aux études en soi, il faut peut-être aussi se poser la question, pourquoi je suis là, est-ce que je suis vraiment au bon endroit, etc. Et il n'y a pas de mal à se poser ces questions-là. Et d'ailleurs, par exemple, les invités du podcast se sont souvent posé la question. Et des fois, il y en a qui ont dit, non, en fait, je voulais pas du tout être expert comptable. Je me suis dit, jamais de la vie, je ferais ça. Et puis finalement, ils sont experts comptables et ils sont très contents. Ou ils sont plus du tout experts comptables et ils sont très contents aussi. Enfin, en fait, il faut pas se mettre de pression, de se dire, en fait, vous avez le droit de plus être motivé. Vous avez le droit aussi d'avoir commencé dans une voie et qu'au final, ce ne soit pas celle qui vous plaît. Mais peut-être que ça vous a permis au moins de savoir que ça ne vous plaisait pas et de vous orienter dans autre chose qui vous plaît plus. Donc, c'est déjà mieux que d'être resté là où ça n'allait pas. Et forcément, dans votre planning, c'est aussi important de prévoir en fait des moments de détente, de sport, de vie sociale, qui ne sont pas liés aux études. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas que les études. On n'est pas qu'un étudiant. On est aussi un ami, un copain, une copine, une sœur, un frère, un fils, une fille, tout ce qu'on veut. Et en fait, on reste des êtres humains et c'est super important de garder ces moments justement qui sont hors des études pour prendre du recul aussi, de se dire en fait des fois on a des mauvaises notes et en fait de pas le prendre personnellement parce qu'en fait si vous faites que réviser, vous avez que les études, forcément si vous avez une sale note, vous allez vous dire là je suis nulle, je suis vraiment bon à rien, etc. Que si c'est pas la seule chose que vous faites dans votre vie et que vous avez d'autres choses à côté, en fait, ça va vous aider à dédramatiser et peut-être que vous allez avoir un 5 en droit social et peut-être que demain, en fait, c'est votre anniversaire et vous faites une super soirée où vous avez gagné un match de basket, du coup, vous êtes content. Enfin, en fait, ça va vous permettre OK, vous allez avoir des moments de haut et de bas dans les deux, mais en fait, du coup, au global, vous allez souvent avoir quelque chose qui va rattraper du côté, on va dire, purement perso et pas études. Donc, ça permet de rester aussi motivé tout au long de l'année, de se dire, c'est pas grave. Ou peut-être que j'avais pas révisé parce que justement, j'ai pas eu le temps, parce que j'avais ce match de basket ou mon anniversaire à préparer ou truc. Mais ce qui veut pas dire que je vais pas m'y remettre dans 1 ou 2 semaines et que je vais pas avoir mon examen. Exactement. Tu as tout résumé, tu as tout dit. Alors, je vois qu'il y a quelques questions sur le chat. Moi, je vous propose de nous écrire maintenant toutes vos questions. Et je vais vous présenter rapidement notre préparation. Donc, pour les personnes qui, justement, n'ont pas envie de se perdre avec donc, plusieurs supports à la fois, parce que l'examen est quand même dans 4 mois et demi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je vais vous présenter rapidement la prépa. Ça va durer 3 minutes à peu près. Et juste après, je reviens avec Julie pour répondre à toutes vos questions. Donc, si ça vous va, je vais vous parler de notre préparation. Donc, en fait, nous, chez ProConta, en fait, on propose des préparations sur l'UE2, l'UE3, l'UE4, l'UE6, l'UE7, l'UE10 et l'UE11 du DCG. Notre préparation en fait est basée sur donc 3 temps forts. Donc en premier lieu, donc il y a l'acquisition des connaissances, ensuite la maîtrise de la méthodologie de l'épreuve et ensuite pour finir l'entraînement. Alors concernant en fait la première partie,
Donc l'acquisition des connaissances, en fait, elle se fait grâce à une bibliothèque de cours. Donc c'est toujours des vidéos courtes et synthétiques qui vont droit à l'essentiel et qui ciblent uniquement donc les points clés du programme, donc les thèmes qui tombent donc souvent. Cette bibliothèque de cours, donc comme je vous disais, elle est très synthétique. Donc en général, c'est des vidéos entre 10 et 20 minutes. Après, pour certaines vidéos, bien sûr, ça peut arriver à une demi-heure ou un peu plus. Mais voilà, mais la plupart sont assez courtes. Et elles vous aident justement à connaître l'essentiel sans avoir à réviser sur 10 000 supports à la fois. Sur chaque vidéo, en fait, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Donc, cette bibliothèque de vidéos est préenregistrée, mais par contre, vous pouvez en fait à tout moment nous poser vos questions sur la petite box où il y a écrit votre question sur l'écran, et il y aura un prof qui va vous répondre sous à peu près, voilà, en fait, 2 jours plus ou moins. Ça peut être beaucoup moins. Ça va dépendre de la disponibilité du prof, mais en tout cas, à tout moment, vous pouvez nous poser vos questions. Et comme vous voyez là, par exemple, sur les yeux techniques. En fait, chaque vidéo de cours a son support de cours, une fiche synthétique et une fiche donc d'exercice. Après, pour les yeux littéraires, il n'y a pas de fiche. C'est une méthode de pro-content en fait. Nous, toujours sur les yeux littéraires, on ne met pas de fiche. Donc voilà, sur le DCG par exemple, on propose des polycopiés à la place des fiches. En tout cas, donc voilà, sur le DCG, donc vous avez des fiches sur les yeux donc techniques. Et donc la deuxième partie, donc c'est la maîtrise de la méthodologie et entraînement en direct. Du coup, en fait, vous allez avoir plusieurs lives d'entraînement qui vont uniquement cibler les thèmes récurrents, donc qui tombent souvent à l'examen. Donc le but, c'est vraiment que vous ne vous éparpillez pas à vouloir réviser dans tous les sens. Donc nous, en fait, on vous propose un contenu qui est ciblé, qui va droit à l'essentiel. Mais après, comme Julie a dit, c'est vraiment très important de faire plusieurs annales. Donc la préparation ne vous empêche pas, bien sûr, de faire des annales. Et d'ailleurs, il faut faire des annales. Donc peu importe les supports sur lesquels vous révisez, comme Julie a dit, c'est très important de faire des annales. Et en tout cas, sachez que lors des lives, donc les professeurs répondent à vos questions en direct et vous avez en fait un dossier d'entraînement à préparer, donc ou bien en amont ou bien donc pendant le live avec le professeur. Du coup là par exemple sur les yeux donc de Pierre-Louis Gourdeau, donc qui est un de nos profs adorés par nos étudiants, vous allez recevoir un dossier d'entraînement à faire chez vous, donc 2 semaines avant le live, et il sera corrigé en direct. Concernant en fait les prix de nos préparations, donc c'est à partir de 250 € par UE. Et ce qui est vraiment très intéressant et que je recommande toujours, c'est le pack 7 UE. Donc c'est l'ensemble des UE qu'on propose à donc uniquement 700 €. Et vous pouvez aussi financer votre préparation donc avec un paiement échelonné sans frais supplémentaires. Et si vous avez la possibilité de financer votre préparation par votre entreprise, votre OPCO, votre Pôle emploi ou le CPF, donc c'est possible avec Proconta. Bon, en ce moment, il y a un petit souci de CPF, c'est pour tous les organismes de formation qui préparent au diplôme de comptabilité, mais il reviendra très prochainement. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, donc ne vous inquiétez surtout pas, parce que pour nous, en fait, les moyens financiers ne doivent pas être un frein pour votre réussite, raison pour laquelle on octroie vraiment énormément de bourses. Donc si vraiment vous avez des soucis financiers, vous pensez que nos préparations sont trop chères pour vous, ne vous inquiétez pas. Donc juste postulez à notre programme Égalité des chances. Donc pour en savoir plus, donc téléchargez donc le PDF et cliquez sur en savoir plus. Ou bien appelez-nous, ou bien juste sur le site internet, en fait, vous allez trouver donc le formulaire donc Égalité des chances. Et bien sûr, en fait, nous chez Proconta, en fait, on est vraiment très solidaires avec les étudiants et on a envie qu'ils le soient aussi entre eux. La solidarité fait partie de nos valeurs, raison pour laquelle en fait sur toutes nos préparations, il y a des groupes WhatsApp qui sont créés avec les étudiants. Sur certains groupes, il y a même certains professeurs, c'est pas le cas de tous les groupes, mais le but c'est vraiment que vous puissiez donc vous retrouver donc en communauté avec d'autres personnes qui sont comme vous, qui stressent aussi, qui galèrent aussi et qui ont envie de réussir aussi comme vous. Donc voilà, vous ne serez pas seul, même si c'est une prépa à distance, vous ne serez pas seul, on sera là avec vous, mais aussi d'autres personnes comme vous. Et si vous avez donc n'importe quelle question sur nos préparations, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, donc ou bien sur le site internet, ou bien en cliquant directement sur ce lien si vous téléchargez le contenu, le support. Et sinon, donc, il y a Doriane, donc, que vous voyez sur cette photo, qui est donc présente sur le chat, donc n'hésitez pas à lui poser des questions sur les préparations si vous avez envie de vous renseigner là tout de suite. Et vous pouvez aussi nous appeler et regarder notre site internet pour avoir plus de détails. Et du coup, je reviens à Julie. Donc, Julie, alors, où es-tu, Julie?
Alors, voilà. Donc, me revoici Julie. Du coup, si ça te va, Julie, on va voir toutes les questions qui ont été posées depuis tout à l'heure et on va répondre donc à tout le monde. Alors, je suis en train d'actualiser la page du chat. Bon, en attendant qu'elle soit actualisée, peut-être on peut répondre aux dernières questions. Est-ce que pour les 4 mois restants, on peut rattraper son retard au niveau des cours et bien s'en sortir pour l'examen? Voilà, c'est une question de Eva. Bah évidemment, c'est juste qu'il faut, comme on l'a dit déjà, rien n'est impossible. Et surtout, là, il reste 4 mois, donc en fait, ça te laisse largement le temps de pouvoir t'organiser. Par contre, il va falloir vraiment être rigoureux de se dire qu'est-ce que tu as vu pour le moment comme chapitre, qu'est-ce que tu prévois en fait pour les semaines à venir. Il va falloir que tu rattrapes entre guillemets ton retard. Déjà, une façon de rattraper le retard, entre guillemets, c'est de ne pas forcément passer du temps à faire des fiches, parce qu'en fait, les fiches, elles sont efficaces si elles sont faites au fur et à mesure, etc. Et en fait, le problème, c'est que souvent, les étudiants, ils font des fiches et en fait, ils se retrouvent à la fin de l'année, ils ont même des fois pas fini de faire toutes leurs fiches, donc ils ont eu encore moins le temps de s'entraîner, etc. Donc, ce que je peux te conseiller, c'était à 4 mois de l'examen, déjà pour gagner du temps, c'est de ne pas faire de fiches, parce que il faut mieux que tu te concentres sur vraiment comprendre le cours et t'entraîner, que ce soit avec des exercices de livres, Mhm. euh, etc. Et surtout les annales. Donc en fait, tu peux évidemment rattraper entre guillemets ton retard. Y a pas de souci. Il faut juste bien que tu fasses un bon planning et que tu t'y mettes et que tu ne te dises pas que tu commences en février. On est le 26, donc là, tu peux commencer dès demain au moins à t'organiser. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer vraiment à rentrer dans le dur et à prendre les bouquins, etc. Mais au moins t'organiser. S'il te manque des bouquins, les acheter, aller chercher les annales, les ranger dans un dossier, te faire un programme pour, à partir de la semaine prochaine, tous les soirs, je fais 2 heures, je fais 20 pages de cours, je fais une annale, voilà, avoir un Voilà. planning clair. Voilà. Et pour te rassurer, Eva, en fait, sache que par exemple, nous, chez ProConta, les cours en direct ont à peine débuté. Donc, juste pour te dire que en fait, tu n'es pas en retard, que même nos étudiants n'ont pas encore vraiment commencé les cours d'entraînement et de méthodologie en direct. On a mis à leur disposition donc les bibliothèques de cours synthétiques pour qu'ils connaissent un peu, enfin qu'ils assimilent un peu les notions essentielles du programme. Mais les lives d'entraînement en fait vont venir progressivement à partir du mois de février. Donc, je n'ai vraiment pas en retard. Donc, que ce soit pour te préparer sur des supports comme Julie a dit ou que ce soit pour t'inscrire à une préparation donc comme ProConta. Donc, no stress, ne t'inquiète pas, il faut juste très bien s'organiser. Et comme Julie a dit, commence dès demain. Voilà. Alors, Flavio nous dit, est-il possible de poursuivre les études après le DCG, mais avec un master en finance? Apparemment oui, mais est-ce qu'un DCG est bien apprécié par la commission d'admission de master? Apparemment, le DCG ne propose pas assez de bases en maths pour une poursuite en master en finance. Il a recommandé après, est-ce que Julie a des collègues qui ont réussi le DCG et qui ont poursuivi les études, mais pas avec le DSCG? Et si oui, quel parcours ils ont réussi à continuer? Donc si je comprends bien, Flavio, tu veux passer le DCG, mais c'est pour faire un master en finance après, pas pour passer le DSCG. Donc tu demandes est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que Julie a des collègues qui ont passé le DCG mais qui ont fait autre chose à part le DCG? C'est ça. Ouais, bah moi je connais des personnes qui ont complètement entre guillemets bifurqué dans le sens où tu peux faire un master par exemple en RH, tu peux faire aussi un master en marketing, tu peux faire un master un peu un peu moins éloigné, mais genre contrôle de gestion, système d'information, ce genre de choses. Tu peux faire un master en finance. Après, je t'avoue que ça dépend vachement des écoles en fait et de leur sélection. C'est vrai qu'au niveau mathématiques financières, on n'a pas forcément de matière au DCG. Donc, je pense qu'après, c'est souvent sur dossier et donc il faut réussir à te vendre et peut-être, je sais pas, peut-être que tu peux essayer de t'améliorer sur ce point entre guillemets en candidat libre et quand tu fais ta lettre de motivation, par exemple, je sais pas s'il existe des certifications en maths financière ou autre, mais pour prouver en fait que bah, tu as le niveau. Après, je pense que ça dépend vraiment des facs, des écoles, etc. et de leurs critères d'admission. En tout cas, le DCG, c'est pas un frein à continuer après. Faut juste trouver l'école qui t'accepte et surtout avoir un bon dossier. Dans tous les cas, ça aidera toujours. Ouais, tout à fait. Alors, Malik nous dit, est-ce qu'on peut intégrer directement en deuxième année de DCG avec un titre pro niveau Bac+2?
Alors en général, en deuxième année, c'est plutôt les DUT, GEA et les BTS. BTS. Après, je ne sais pas si tu as des dispenses ou pas, sachant que dans tous les cas, en fait, si tu n'as pas de dispense, si tu intègres en deuxième année, il faudra quand même que tu passes les épreuves de première année, donc ça n'aura pas forcément de sens. Après, par contre, tu peux intégrer, par exemple, en première année, si tu n'as aucune dispense, et commencer à passer des épreuves, par exemple, de la deuxième année pour prendre de l'avance. Et en deuxième année, du coup, passer les UE restantes. Enfin, comme le DCG, c'est pas parce que tu arrives en deuxième année que tu vas forcément l'avoir au bout des 2 ans, en fait, parce que si te manque des matières de première année, il va falloir quand même que tu rebosses ces matières-là de ton côté. Donc, ou peut-être que sinon, bah, la solution, c'est peut-être de les passer en candidat libre et au moins tu choisis les UE que tu passes et que tu peux faire en 2 ans, du coup, puisque admettons que tu fasses 6 UE une année et 7 l'autre année. Ouais. Alors, Georges nous demande, en 4 mois, est-ce qu'on peut essayer l'UE 9 et l'UE 10? Donc, c'est les UE de comptabilité. Pour rappel, je suis titulaire d'une maîtrise en gestion et un master en audit et contrôle. Attends, mais si tu as l'audit et contrôle, tu n'as pas besoin de passer le DCG si tu as le master CCA. Je viens Ouais, de... ça dépend peut-être, je sais pas si, est-ce que c'est vraiment un master CA ou est-ce que c'est un master Ah, peut-être c'est pas peut-être CCA, ok. audit contrôle de gestion ou je sais pas, mais oui, dans ce cas-là, enfin, c'est ce que en fait, j'allais te dire, ça dépend de ce que tu as fait avant, si tu as bossé 10 ans en compta ou si tu as déjà une formation comptable, tu peux totalement faire, comme tu peux aussi partir de zéro et y arriver, après, ça sera sans doute plus difficile, Alors, il a mais en tout écrit en cas, fait, pardon, Julien, en fait, je continue juste son message. Il a écrit juste après, donc je viens de commencer. Aussi, j'ai déjà essayé l'UE10 en 2013, mais avec une note de 6,75 sur 20. J'ai remis le compteur à zéro, besoin de vos conseils. Voilà. bah, en fait, justement, si tu l'as déjà passé, faut se poser la question pourquoi tu l'avais loupé. Est-ce que c'est peut-être que tu n'avais pas ton master à cette époque-là, donc peut-être que tu as travaillé entre-temps, que tu as pris plus de recul sur la matière et surtout peut-être voir est-ce que c'était le problème, c'était tu n'as pas passé assez de temps à réviser parce que c'était pas ta priorité. Est-ce que c'était la méthode de travail? Est-ce que c'était le sujet? Est-ce que c'était, je sais pas, il peut y avoir de la gestion du temps, par exemple, Mhm. d'essayer en fait de maximiser tous ces points-là. Et du coup, justement, entraîne-toi sur les annales un maximum, surtout pour cette matière-là où il y a peu de changements, en tout cas au niveau des écritures comptables. Après, des fois, il y a des petits changements de législation mais c'est rien de bien méchant. En tout cas, pour la logique comptable, c'est ce qui est le plus important à avoir pour ces UE-là. Il faut vraiment que tu t'entraînes sur les annales, ce qui va te permettre de savoir si oui ou non tu es prêt en fait. Ouais. Alors, Céline te demande combien de temps tu passais pour faire ta veille et sur quel site tu trouvais la veille. Voilà. Je sais pas de quelle C'est ce que veille elle j'allais dire. parle. Ouais, j'ai pas Moi, quand compris. j'étais en DCG, du coup, je faisais pas trop de veille professionnelle et tout, parce que tu es dans les études et que pas trop forcément ta priorité. Après, je sais pas si je peux donner quelques sites. Je sais pas, il y a déjà ta compta online qui répertorie beaucoup de sujets. Après, j'avoue que là, comme ça, je sais plus, je crois qu'il y a des sites genre Légifiscal. Enfin, t'as plein. En fait, ça dépend qu'est-ce que tu appelles veille, qu'est-ce que. Ouais. Question n'est pas très claire. Alors, Selma nous pose une question sur les UE que tu appelles hybrides, l'UE8, donc système d'info. Elle dit par rapport à l'UE8, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils et astuces? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a parlé des UE techniques et des UE littéraires. Et donc, les UE hybrides qui sont donc l'UE4, droit fiscal, et l'UE8, système d'information, on n'a pas précisé les conseils. Du coup, Selma nous demande les conseils, mais je suppose que c'est un mix des deux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, la partie qui va être plus vraiment du cours, tout ce qui est lié, je sais pas, au matériel informatique, au fonctionnement des systèmes d'information, etc. Il faut vraiment essayer de bien comprendre comment ça fonctionne. Pas forcément d'apprendre par cœur, mais au moins de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je sais qu'en système d'info, souvent, ce qui peut être bien, c'est d'avoir des schémas. Ne pas hésiter, si on n'a pas de schéma, par exemple, dans ses supports de cours, à taper, je sais pas, fonctionnement serveur DNS ou je sais pas, et il doit exister des petites vidéos courtes qui expliquent comment ça fonctionne ou par exemple des schémas, enfin, vous tapez le nom et vous allez dans Images et vous allez certainement trouver des schémas qui vont peut-être vous aider à mieux comprendre. Et après, pour la partie, tout ce qui est algorithme, Excel, etc., bah, c'est pareil, c'est s'entraîner.
Excel, vous pouvez vous entraîner directement sur l'ordinateur pour voir à chaque fois si vous avez bon ou pas. Et ce qui est bien, c'est que contrairement à la feuille de papier, il va te dire si t'as, en tout cas, si c'est une erreur ou pas, ou si ça donne un résultat qui est à peu près correct. Et du coup, tu vas pouvoir modifier directement dessus. Ouais. Alors, Malik nous dit, il faut réussir dans combien de jeux pour obtenir le DCG? Bah, le mieux, c'est de réussir dans toutes, mais il faut avoir 10 de moyenne au global et ne pas avoir de note éliminatoire, donc en dessous de 6. Donc, ce qui veut bien dire qu'en fait, vous pouvez être très bon dans certaines matières et moins bon dans d'autres. Alors après, il faut quand même avoir plus de 6 à chaque fois. Mais l'intérêt aussi du DCG, c'est de pouvoir compenser les matières, puisqu'elles ont toutes le même coefficient maintenant. Donc en fait, on a tous nos forces et nos faiblesses, et il faut juste essayer de limiter la casse là où on est le moins bon et essayer de performer là où on est bon. Voilà. Bien répondu. Alors, Grace nous demande pour la deuxième hybride, donc l'UE4, droit fiscal, quelle est ta méthode de travail? Donc là encore, ça rejoint un petit peu la question d'avant, mais si tu as des précisions sur l'UE4, si tu as envie de les dire comme tu veux. Bah, sur le 4, ce qui est bien, c'est de faire quand même pas mal de schémas, notamment il y a tout ce qui est territorialité de la TVA, ce genre de choses. J'avoue que j'ai plus le programme précis en tête, puisque du coup, moi, la deuxième année de DCG, ça remonte à il y a 5 ans. Mais sur mon blog, par exemple, vous pouvez trouver un article justement sur l'UE4 et en fait, j'ai fait des schémas pour certaines notions qui peuvent aider justement à apprendre à visualiser en fait ce que ça donne plutôt que d'apprendre un à un dans tel cas il se passe ça, dans tel cas il se passe ça. En fait, des fois, on se rend compte que, je sais pas, dans tout ce qui est à droite, c'est d'une certaine façon, dans tout ce qui est en bas, c'est d'une certaine façon. Enfin, ça peut permettre de mieux mémoriser les choses, notamment pour tout ce qui est aussi, il y avait, je sais pas, les plus-values à court terme, à long terme, etc. Enfin, ça peut être bien de faire des tableaux pour comparer, pour se dire, OK, dans ce cas-là, c'est exonéré, dans ce cas-là, c'est à tant de pourcents, etc. Et après, bah, pareil, le droit fiscal, c'est beaucoup s'entraîner. Et là, pour le coup, bah, des fois, il y a des petits changements. Donc, pareil, toujours garder son œil critique par rapport à ça. Ouais. Alors Céline, en fait, elle a dit que tout à l'heure, elle parlait de la veille fiscale, juridique et sociale. C'est Je crois pas avoir parlé de ça, ou c'est peut-être la matière, non? c'est Gestion juridique, et fiscale et sociale. sociale. Ouais. C'était en fait, elle te demandait, je pense, les sites où tu faisais ta veille. On lui a dit quelle veille. Du coup, elle a dit c'est par rapport à la veille, par rapport à la veille Ah, fiscale, juridique et sociale. peut-être par rapport au fait d'actualiser Je pense ses aussi. connaissances. Bah, après, en DCG, en général, à part si tu travailles déjà, tu fais pas forcément une veille, entre guillemets, de ton plein gré, mais c'est plus de te dire si tu as faux à une question et que pourtant dans ton cours, a priori, ça paraissait cohérent avec ce que tu avais marqué. Donc, comparé à la correction de l'anal, bah, en fait, elle va te dire que tu as faux, mais c'est pas parce que la correction te dit que tu as faux que tu as vraiment faux. Du coup, de se dire, bah, OK, mon cours, il dit une autre version, donc je vais aller chercher, par exemple, sur Internet, je tape, je sais pas qu'est-ce qui a changé sur l'IFI et l'ISF, bah, ça s'appelle plus l'ISF déjà, donc en fait, si tu tapes IFI VS ISF, ou je sais pas, tu vas tomber au moins sur c'est quoi qui a changé, c'est quoi qui a été modifié, et ça va te permettre de vérifier si tu avais vraiment faux ou si c'est juste parce que c'est une histoire d'actualisation. Donc c'est plus au cas par cas, parce qu'en fait, en général, le programme, il ne change pas. On n'a pas enfin, on a des lois de finances tous les ans, mais on n'a pas 95% du contenu qui change, et heureusement. Euh, et du coup, ça permet aussi de se tenir à jour. Ouais. En tout cas, sachez que chez ProConta, en fait, le contenu qu'on propose est actualisé. Donc forcément, le prof en direct, il vous dira donc les mises à jour qui ont été faites, si jamais en fait il y a quelques actualités à prendre en compte. Sinon, Sacha nous dit sur quel site peut-on trouver les thèmes récurrents de chaque UE? Je parle pour ProConta, nous on propose ça, mais je laisse Julie aussi répondre du coup de manière plus générale. Ouais, bah après, moi, je l'avais fait sur mon site, mais il faut que je les mette à jour. Donc, par exemple, sur mon blog, dans l'onglet ressources, tu as Anal DCG, DSCG, où tu peux le voir. Tu as même un fichier Excel que tu peux télécharger. Comme ça, tu peux, genre, par exemple, mettre en une couleur enfin, les annales que tu as déjà faites, etc. Et sinon, tu les as aussi, par exemple, sur Compte Online. Enfin, en fait, tu tapes thème récurrent sur Google et tu les trouves assez facilement. Ouais. Et je pense que c'est tout pour les questions. Donc, merci beaucoup, Julie, encore une fois, d'avoir accepté
de faire ce live avec moi. Et merci pour toutes tes réponses, ton retour d'expérience. Et je te félicite encore une fois pour ton parcours très brillant. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot donc, à dire à nos chers spectateurs de ce soir avant qu'on leur dise au revoir. Bah, c'était avec plaisir que j'ai pu animer ce live et partager encore une fois mon expérience et toutes mes astuces et conseils. N'hésitez pas si vous avez des questions plus précises, peu importe que ce soit sur les études ou sur le pro ou autre, vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram ou via mon blog ou autre. Et surtout, c'est un peu ce que j'ai dit tout au long du live, c'est commencer. En fait, vous pouvez commencer dès maintenant. Enfin, vous dites pas genre je commence en février. C'est un peu comme les bonnes résolutions. Non, mais moi, si on est en décembre, je vais me mettre au sport genre le 1er janvier. Alors qu'en fait, tu peux te mettre au sport dès décembre en fait. Enfin, Tout à fait. c'est plus de dire en fait, c'est dans alors 4 mois et demi, c'est en même temps loin et c'est en même temps très près. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Et si vous n'avez pas encore de support de révision, là, il faut vraiment en choisir un. Et puis après, bah, il faut foncer, quoi. Tu as raison. Bah, donc, au revoir tout le monde. Merci à vous. Bonne soirée tout le monde. Et merci encore Julie. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.